Bonsoir à tous, merci d'être venus aussi nombreux pour cette troisième session Versus. Donc avant de rentrer dans la soirée, juste vous redire que donc ici vous êtes à l'Aquarium Ciné Café. Pour ceux qui viennent pour la première fois, bienvenue. Pour les autres, on est très content que vous soyez à nouveau là. Je ne vais pas rentrer dans les détails, juste vous dire qu'on a des soirées diverses et variées, très diverses et très variées, du mardi au dimanche. Donc il y a des programmes papier, le site internet, etc. N'hésitez pas à vous renseigner et surtout à venir discuter avec nous, c'est quand même le mieux. Et puis à côté, vous avez vu le café, on est le dernier vidéoclub de Lyon et on anime des ateliers cinéma de toutes sortes pour les enfants, les ados, les adultes pour apprendre à faire des films. Voilà pour Aquarium. Pour la soirée Versus, l'une des idées du lieu, c'est d'être à la fois une salle de cinéma, mais une salle qui soit connectée à toutes les images qui nous entourent, pas que le cinéma. Et forcément, dans toutes les images, il y a de jeux vidéo. Et on avait déjà une soirée qui existe depuis de nombreuses années, qui s'appelle Saturday Night Gamer, qui est une soirée très rétro gaming, où il y a même des consoles un peu plus récentes, où il y a un peu des jeux de partout, et vous pouvez venir jouer à divers jeux, plus un tournoi là, plus un tournoi en haut. Voilà, donc on avait déjà cet événement, et avec Claire et Lyon Game Dev, on s'était dit, et Nicolas, on s'était dit que ça pouvait être intéressant d'avoir une soirée qui permette aux gens qui font des jeux vidéo localement, et ils sont beaucoup plus nombreux qu'on le sait ou qu'on ne le croit, de pouvoir venir parler de leur travail, etc. Et on s'est dit que le mieux, ça serait de pouvoir les faire dialoguer avec le monde du cinéma. Et c'est comme ça qu'on a fait déjà 2 rendez-vous précédents. On avait fait un premier rendez-vous autour de la narration avec Anthony Joanneau et Clémence Sillet. Jono, voilà. Il est dans la salle. Il est dans la salle, il se reconnaîtra, il est juste là. On avait fait une deuxième session autour de la question de l'acting avec Sarah Beaulieu et Nicolas Gabion. Sarah qui est sur Assassin's Creed et Nicolas Gabion qui est un des acteurs fameux de Kaamelott. Et enfin, du coup, pour ce troisième Versus, du coup, on accueille Sylvain Séchy, si je ne me trompe pas, et Joran Juvin. Donc le côté cinéma, c'est là. Et le côté jeu vidéo, c'est là. Voilà, pour le fight. Voilà. Et on va bientôt pouvoir commencer. Juste du coup, la soirée est en partenariat. Donc, Aquarium Ciné Café et Lyon Game Dev, représenté par Claire. Et je te laisse présenter cette association. Merci. Alors déjà, on pense à notre président bien fort qui est actuellement en voyage en Norvège et qui n'a pas pu être présent ce soir. Donc pour effectivement vous présenter l'association Lyon Game Dev, c'est une association qui a pour but de regrouper tous les professionnels, tous et toutes les professionnels de Lyon, et qui a pour but également de créer des événements de rencontres, comme par exemple le Meet-up qu'on a une fois par mois tous les premiers jeudis du mois, mais aussi le Ciné Versus par exemple, pour pouvoir collaborer justement avec d'autres cultures présentes sur Lyon. Pour les personnes qui sont intéressées, l'adhésion se fait également pour cette association pour avoir accès soit à des événements ou des réductions. Donc si cela vous intéresse, si vous le souhaitez, vous avez Liam qui est dans le public quelque part, qui est ici, qui pourra répondre à toutes vos questions également. Et en attendant, je vous souhaite un très bon Ciné Versus. Voilà. Alors, du coup, donc pour cette troisième fois, on avait envie d'interroger la question de la direction artistique. Bien entendu, ça se joue sans doute très différemment entre le jeu vidéo et le cinéma, et sans doute qu'il y a des passerelles, c'est un peu le principe des soirées. Donc on va commencer très tranquillement en vous demandant un peu pour chacun de vous présenter, en nous expliquant, en nous racontant un peu d'où vous venez, quel est votre parcours, et pourquoi vous avez décidé un peu de partir là-dedans. Voilà, très rapidement. Très tranquille. Très rapidement. Non, pas très rapidement, on a tout le temps. Ok. Alors, je vais faire très vite sur mon parcours. Moi, à la base, je suis ingénieur en informatique, donc rien à voir. J'ai jamais programmé dans le jeu vidéo. Un tout petit peu. Mon premier job, c'était chez Blizzard sur World of Warcraft. Je suis arrivé pendant l'alpha de World of Warcraft. Et j'ai fait un peu de programmation à ce moment-là. Et je me suis dit, ouais, c'est pas mal cet aspect-là de faire du jeu vidéo. À l'époque, je pensais pas vraiment qu'on pouvait faire un métier. Je fais partie de cette génération. En témoignent mes petits feux blancs. Et du coup, je suis parti parce que c'était principalement du support. À l'époque, je travaillais en Europe. Et je suis parti chez Cyanide, que j'ai rejoint en tant que concepteur de jeux vidéo. Donc Cyanide, qui est un développeur de jeux vidéo indépendant, j'ai travaillé comme concepteur de jeux vidéo. Donc là, c'est vraiment la conception des mécaniques de jeu. Qu'est-ce que fait le joueur, quelle est l'histoire, quel est l'univers, etc.
Et je resté là-bas pendant 8 ans et j'ai basculé entre production et conception. Production, c'est principalement tout ce qui est organisation des équipes de production, des pipelines de production, etc. Ça m'a plu. Je me suis dit, tiens, maintenant je voudrais faire mon propre studio. Je suis parti avec 2 collègues, on a cofondé un studio à Bordeaux qui s'appelle Big Bad Wolf, qui est spécialisé dans le jeu de rôle narratif. C'était un truc qui n'existait pas vraiment à l'époque, qui n'existe d'ailleurs pas vraiment toujours aujourd'hui. C'est un peu une niche du jeu vidéo, c'est vraiment un public très, très ciblé, une sorte de jeu d'aventure avec une couche jeu de rôle, très inspiré du jeu de plateau, enfin du jeu de pen and paper. Et là j'ai travaillé plutôt sur la partie justement, l'équivalent du réalisateur justement, c'est-à-dire ce qu'on appelle en jeu la direction de jeu ou la direction créative. C'est 2 thèmes différents, on en reparlera après, c'est quoi les distinctions. Je suis resté là-bas quelques années, ensuite je suis parti chez Ubisoft à Lyon, fait un gros jeu, 600 personnes, 9 studios qui travaillent collaborativement sur un même projet, un effort industriel qui est impressionnant. Et ensuite, je suis parti comme directeur créatif studio, là encore une subtilité qu'on n'a pas forcément dans le cinéma et on en parlera tout à l'heure dans le jeu vidéo, chez Eden Games, qui fait du jeu de voiture, fait plusieurs projets là-bas. Et récemment, j'ai retenté l'aventure de remonter un studio chez New Tales. On remonte un studio pour faire du jeu d'action, où là je m'occupe de la direction créative du projet et de la gestion du studio. Voilà, je vais m'arrêter là. Eh ben merci. Et du coup, Joran, un peu ton parcours à toi. Je ne vais pas remonter à ma naissance, mais j'ai fait une école de cinéma audiovisuel pour aller plus vite, quoi, parce que je ne vais pas vous raconter. Mais bon, j'ai quand même regardé des films toute mon enfance, évidemment. Enfin, évidemment. En tout cas, j'étais dans une famille qui quand même était très axée cinéma, mais musique aussi. Enfin bon, art en général. Et donc j'ai fait une école de cinéma. J'ai fait des études de montage plus précisément. Et puis un peu par hasard, parce que je ne vais pas dire que c'était pas tout tracé réalisateur, ça existe. Enfin, tu le deviens pas. Il n'y a pas d'études vraiment. Enfin, si, je crois qu'il y en a à Paris. Tu peux faire, mais des études de réalisateur, c'est un peu abstrait parce que ça s'apprend un peu sur le tas. Enfin, c'est ce que moi je vois. Donc, j'ai rencontré des gens, à l'école d'ailleurs, un réalisateur qui s'appelle Guillaume Marmin, qui était intervenant réalisateur à l'école où j'étais, et qui m'a proposé de venir travailler avec lui dans le milieu du théâtre, ce qui est quand même un peu différent, où je faisais de la vidéoprojection, de la création vidéo au théâtre. Donc il m'a propulsé là-dedans. Donc c'était pas vraiment la même chose que ce que j'avais appris en montage, c'était même, on peut dire, différent, mais très différent. Mais voilà. Et de fil en aiguille, on m'a proposé d'adapter des pièces de théâtre dans lesquelles j'avais fait des vidéos, de les adapter en court-métrage. Donc voilà, de réaliser des courts-métrages à partir de pièces de théâtre. Donc ça, c'est avec Pierre-Alain Four, c'est un mec qui fait du théâtre avec la musique baroque. On avait fait le tout premier spectacle, c'était sur Jimi Hendrix avec de la musique baroque, tu vois déjà. Donc c'est quand même ciblé. Et c'était génial, hein, vraiment. Et ce mec, il m'a fait confiance. Donc j'avais fait les vidéos pour le spectacle. Et puis il m'a dit, vas-y, on va faire un film sur cette pièce, Hendrix. Et tu seras... il m'a dit, tu réalises, tu le fais comme tu veux. Avec évidemment des contraintes budgétaires, tout ça, quoi. Et de fil en aiguille, j'ai fait des clips, des courts-métrages pour aller vite. Voilà, ça fait à peu près 10 ans que je suis intermittent. Donc j'oscille entre des commandes, je fais aussi des teasers pour gagner ma vie, enfin voilà. Et je fais des clips, mais les clips c'est tout de suite plus lourd à gérer. C'est tout de suite plus lourd à gérer dans le sens que les groupes n'ont pas forcément d'argent, ou quand on en demande au CNC, donc le Centre National du Cinéma, ça m'est arrivé une fois, mais du coup tout de suite c'est des budgets très gros, mais en fait c'est très compliqué à faire. Donc en gros j'ai fait 6-7 clips, on va dire, et un court-métrage fini. C'est important de le dire, parce que les courts-métrages, quand tu les autoproduis, ou même quand tu es dans des petits milieux, on va dire, ça peut s'arrêter à n'importe quel moment. Je veux dire, ça me rappelle quelque chose. Ça peut péricliter, quoi, tout le temps. Il y a pas...
Déjà, je pense que ça vient d'une nécessité de le faire. Tu peux pas le faire enfin, les trucs perso, là je parle, les projets plus personnels. C'est pas, ouais, tiens, je vais faire ça pour rigoler. Tu es obligé d'être à fond. Et même en étant à fond, ça peut vite avorter, quoi. Donc voilà, donc j'ai fait ces choses-là. Donc là, donc il y a des projets perso, des clips que j'ai fait perso, où je chante moi, parce que je fais aussi j'écris des chansons, je chante, je fais un peu de zik, tout ça. Et voilà. Et donc il y a aussi ces trucs-là que j'ai fait avec des amis qui sont dans la salle, des gens qui travaillent dans le cinéma aussi professionnellement, mais qui évidemment sur ces projets sont soit pas payés, soit très peu. Voilà, pour être très clair. Donc il faut énormément d'énergie, tout ça. Voilà. Super, merci beaucoup. C'est marrant parce que quand t'en parlais, je voyais beaucoup dans ma tête passer de petites prods, dans lesquelles c'est souvent exactement la même chose. Et dans ces cas-là, nous, on va dire d'arriver à shipper un projet, ce qui au début est assez rare. Mais donc, pour passer à la question suivante, vous nous avez parlé de votre parcours, etc. Alors, d'où et comment, en fait, vous est venue justement cette envie-là de créer tout cet univers artistique, de partir dans cette voie, au final, de créative directeur et réalisateur, qui est quand même très artistique. Je commence. Je pense que dans le jeu vidéo, il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire leur propre jeu. En témoigne le nombre les centaines de milliers de jeux indépendants qui sortent tous les ans, qui vont des équipes, tu l'as dit, des toutes petites équipes de une personne. Il y a des jeux qui sont sortis sur le marché et qui ont gagné beaucoup d'argent, qui ont été développés par une personne. Je pense à Braid de Jonathan Blow, toute petite équipe, jeu édité par Microsoft, fait des millions de copies, qui est un cas hyper rare, il faut faire attention. À côté de ça, il y a 100 000 développeurs qui ont fait un jeu tout seul et qui n'ont jamais gagné un centime dessus. Mais moi, je trouve que souvent c'est une industrie, les gens, c'est comme le film, tu me diras si j'ai une bêtise, mais les gens ne sont pas là par hasard. Personne n'arrive dans le jeu vidéo parce qu'il a vu de la lumière. Les gens, ils rentrent par passion, les écoles ne sont pas toujours faciles, les salaires sont plutôt bas dans la moyenne, par rapport à d'autres industries, j'entends. Donc il faut y être quand même, il faut avoir un peu la flamme. Et les gens qui y sont, dans la grande majorité, en tout cas les gens avec qui j'ai eu la chance de bosser, ont cette flamme créative et ont envie d'y mettre un peu de leur âme. Moi, c'était ça. En général, on commence de mettre son âme sur sa partie. Quand on est concepteur de jeu, on met un peu d'âme sur sa conception. Quand on est artiste main, les artistes main dans certains studios, on met son âme dans les mains. Enfin, chacun met un peu son style dans sa spécialité. Et puis il y a certains fous qui se disent ouais, moi je voudrais avoir un impact encore plus gros sur le projet, avoir plus de. J'ai une vision, j'ai une idée de qu'est-ce qui pourrait être un jeu qui pourrait plaire à d'autres joueurs. Ça ne veut pas dire se vendre. Et j'ai envie de la proposer, j'ai envie de la développer, j'ai envie d'écrire ce qu'on appelle dans le jeu vidéo, on appelle ça un pitch deck. C'est un document d'une dizaine de pages ou d'une vingtaine de pages qui peut prendre plein de formes différentes d'ailleurs, qui décrit une intention pour un jeu très très, très haut niveau. Et moi j'ai eu la chance, j'ai commencé à faire ça très très tôt dans ma carrière. J'en ai proposé plein, la très grande majorité qui est partie à la poubelle. Et il y en a quelques-uns qui sont passés. Et avec lesquels on a réussi à trouver un éditeur. Alors à l'époque, on pouvait encore c'était le tout début, mais on avait des relations particulières avec certains éditeurs. On pouvait trouver un éditeur sur du papier, comme on appelle ça, avec juste un pitch deck. Ça se fait plus trop aujourd'hui, à moins d'avoir une relation spéciale avec un éditeur. En général, il y a un prototype, une démo, un first playable, une démo, qui sert à convaincre l'éditeur que ce qu'on a sur le papier, on a quand même réussi à l'exécuter, on a une mini-équipe, on a quelque chose. Mais voilà, moi en tout cas c'est comme ça que j'en suis venu à la création, parce que voilà, j'ai eu la chance de faire ça très tôt et la chance que ça colle au mur tôt. Et après j'étais pris dans le jeu de me dire ouais c'est cool, c'est cool. Après il y a deux très grandes catégories, je vais m'arrêter là-dessus parce qu'on pourra en reparler après. Dans ce truc-là, il y a des gens qui ont une vision très autoriale, je pense qu'ils ressemblent un petit peu plus, et tu me diras si je dis une bêtise, au cinéma, où souvent on a l'auteur, alors soit l'écrivain ou réalisateur, quand il est les deux particulièrement, il a une vision très autoriale de ce qu'il veut, et ça se fait beaucoup dans le jeu vidéo. Mais il y a aussi toute une autre catégorie qui est exactement l'inverse, des gens qui n'ont pas de vision autoriale, qui ont un cadre créatif en tête, une vision très très large, très très vaste, qui sert à emmener l'équipe dans une direction, et c'est l'équipe finalement qui va avoir l'ownership, le pouvoir créatif, ou en tout cas une grande partie de la créativité du projet dans leurs mains. Et ça, c'est vraiment... voilà, il y a un embranchement très très fort, il y a vraiment deux écoles dans la direction de jeu.
dans le jeu vidéo en tout cas, c'est vraiment deux trucs très segmentants. Et j'ai fait les deux. Les deux ont des avantages et des inconvénients. Les deux peuvent faire des très bons jeux, les deux peuvent faire des très mauvais jeux. C'est pour ça qu'il y a vraiment deux écoles. Il n'y a pas de truc absolu. Ben voilà. Du coup, c'est quelque chose qui... Tu dis que c'est un peu les circonstances de la vie qui ont fait que tu t'es retrouvé un peu là-dedans. Mais pour autant, est-ce que c'était quelque chose, je sais pas, quand tu étais petit ou ado, tu te disais j'aimerais trop être à cette place-là, même sans forcément bien conscientiser qu'est-ce que ça voulait dire, mais de réaliser des jeux, enfin de créer des jeux. C'est quelque chose comme ça ou non, c'est vraiment les circonstances. Tu dis qu'assez vite, tu t'es retrouvé à devoir faire des pitch decks, c'est ça. Voilà. Est-ce qu'il y avait un désir un peu lointain ou non, c'est comme ça Alors, pas du tout. Je t'avoue que quand je suis rentré dans l'industrie, le métier que je fais, je savais même pas qu'il existait. J'ai découvert, je connaissais pas du tout l'industrie en fait. Enfin, j'avais très envie de faire développeur de jeux vidéo. Il y avait très très peu d'écoles à mon époque. L'industrie n'était pas du tout structurée pareil aussi, c'était beaucoup plus petit. Moi, j'avais juste envie de faire partie des mecs qui font des jeux vidéo. En fait, j'avais juste envie d'en faire mon métier. Et je pense aussi, comme plein de gens dans le ciné, s'imaginent je sais jouer aux jeux vidéo, je vais pouvoir faire un jeu. Non, tu peux pas. Enfin, tu peux essayer, mais ça va pas marcher. Et je suis rentré vraiment de manière organique dans l'industrie. J'ai fait un premier job qui m'a fait découvrir un peu l'industrie. Je me suis dit, non, en fait, je préfère faire ça. Et j'ai fait un saut vers ce que j'aimais, qui m'a fait faire un saut vers ce que j'aimais, qui m'a fait faire un saut. Et j'ai dû faire 6 ou 7 métiers différents dans l'industrie pour me rapprocher de ce que je fais aujourd'hui. Mais c'est de manière plutôt organique. En tout cas, j'ai jamais rêvé d'être ce que je suis aujourd'hui. Ce que je fais aujourd'hui, en tout cas. Et toi, Joran, ça vient de loin? Est-ce que tu as rêvé? C'est une bonne question parce que déjà, le rêve, je vais dire je pense que tout le monde n'est pas au courant, mais ce qui rapproche déjà le cinéma, c'est le cinéma, le film, le clip, tout ce que tu veux, enfin en tout cas la vidéo, c'est ce qui se rapproche, on dit que c'est ce qui se rapproche le plus du rêve, justement. Dans le sens que comment c'est possible qu'on voit deux plans côte à côte qui ont à voir ou pas, mais, et qu'on en fasse une histoire. C'est ça, il y a des analyses dessus, une espèce de philosophie là-dessus. C'est Walter Murch, c'est un mec qui a monté par exemple Apocalypse Now, qui en parle très bien. Il dit la seule chose dans la vie qui se rapproche du film, c'est le rêve. Parce que les rêves sont très tout le monde le sait, mais c'est très disparate, très monté, en fait. Très monté, voilà. Et par exemple, dans un film, que quelqu'un sorte par la gauche et dans un cadre, hop, cut, et quelqu'un rentre par la droite dans le plan d'après, nous, ça nous paraît hyper logique, tout ça, mais quand ça a commencé, c'était fou quoi, de faire ça. Donc voilà, donc, est-ce que c'était un rêve de faire ça? En tout cas, c'était de vouloir faire des choses, une réalité moi j'avais envie de faire à des moments une réalité avec un rêve. Voilà, bon, c'est un peu pompeux là, mais comme ça, mais c'est vrai, c'est-à-dire que c'est un média quoi, c'est un médium, et puis en plus ce qui est cool dans la vidéo, dans le cinéma, dans le film, peu importe, c'est que ça englobe un peu tous les arts quoi. C'est-à-dire que, voilà, tu as compris, il y a de la musique, il y a un peu tout, donc c'est hyper libre, tu peux t'axer plus sur la musique comme sur le clip, où là, t'es vraiment, le film dépend de la musique, et voilà. Mais voilà, il y a des films où c'est moins comme ça. Et donc, oui, quelque part, quand t'es gamin, tu crois que l'acteur, c'est le réalisateur aussi. Je pensais à ça l'autre jour, je me disais, c'est très compliqué d'expliquer le métier de réalisateur à un enfant. Lui croit que Gene Kelly, quand il danse, c'est lui qui a décidé de mettre la caméra comme si. Ça arrive, c'est vrai. Mais donc moi, à la base, peut-être que je voulais être acteur, je sais pas. Mais en tout cas, c'était plus je suis très content de faire réalisateur plutôt, c'est-à-dire créer un univers, quoi. Je trouve ça super cool. Et pour autant, tu dis que tu avais fait des études de montage. Oui, alors... Donc, parce qu'après, tu dis aussi qu'effectivement, dans les parcours scolaires, étudiants, il n'y a pas vraiment de filière de réal. Mais donc, il y avait quand même cette idée, montage, réalisateur, que c'était... oui, voilà, c'était aussi parce que quand tu te dis pas, je vais être réalisateur... Enfin, si tu peux, mais moi, je me disais pas ça. J'avais une forme peut-être soit de... Je sais pas, c'est pas de la modestie, mais tu te dis pas, tu te dis que c'est trop compliqué, ou que... Enfin, déjà, je savais que c'était pas un truc, je pensais qu'il y avait que les autres qui pouvaient le faire. Après, ce que je fais, c'est pas non plus... Enfin, je veux dire, vous savez que je suis pas Scorsese, sinon voilà. Mais ce que je veux sinon, dire... tu serais pas là, c'est ça que tu veux dire?
Sinon, voilà, sinon je présenterai pas des petits extraits comme ça. On a eu Nicolas Gabion, hein, tu sais. Non, mais sûrement qu'il y a des très grandes personnes qui passent ici, c'est pas ce que je veux dire. Enfin, l'Aquarium Café, Ciné Café. Non, je pensais que c'était un métier très difficile d'accès. Et c'est vrai que c'est un métier très difficile d'accès, mais du coup, quand tu le fais, c'est par nécessité, c'est aussi par chance, c'est vrai, c'est des rencontres, c'est ce que j'ai dit déjà tout à l'heure, quoi. C'est pas, ça se fait pas comme ça, tu te dis pas, oui, tiens, je vais faire un film alors que tu connais que dalle. Faut quand même, monteur, c'était une porte d'entrée technique, très technique, mais du coup, quand même, monteur, il faut avoir une notion de la narration très forte. Tu vois aussi des rushs foirer beaucoup, donc c'est hyper intéressant. Et je pense, je pense, ne tient qu'à moi, mais que c'est ce qui se rapproche le plus de la réalisation, en tout cas qui te permet le plus de comprendre ce qu'est la réalisation, c'est au montage, parce que tu vois justement tous ces défauts, et il faut souvent recréer une narration qui n'est pas celle qui avait été imaginée à la base, tu vois, tout ça. Donc c'est quand même un métier qui est pas facile, et même pour faire un reportage qui passe sur TF1 ou je sais pas quoi, nous on faisait ça on faisait ça pendant nos études, donc on avait des rushs de TF1 par exemple, il fallait faire, tu vois, on avait les interviews d'un côté, les machins, tous les rushs du gars qu'il avait tourné la journée, puis après il fallait se démerder pour en faire une narration, et c'est pas facile, enfin quand tu commences, c'est pas, t'as beau avoir déjà vu 1000 reportages, c'est pas inné, quoi, je veux dire, c'est quand même un travail. Et donc, c'est un travail qui mène, moi, je trouve, à la réalisation. Et c'est marrant parce que je pense que là-dessus, les deux médias sont assez proches. C'est que, tu as dit tout à l'heure, il n'y a pas d'école de réalisation dans le film, même si les écoles aiment bien le vendre des fois. Est-ce que c'est vrai? Et dans le jeu vidéo, c'est pareil. Il n'y a pas d'école pour être directeur créatif, ça n'existe pas. C'est vraiment un métier qui vient par l'expérience de postes techniques, souvent, et une bonne connaissance du média et de l'industrie. Et c'est là où on touche un peu le côté business. Alors attention, ce mot est sale, j'essaye de ne pas y toucher, mais on est obligé de le manipuler un peu. C'est quand même une connaissance quand même une sensibilité pour pas forcément ce qui va se vendre, j'essaie de prendre un petit pas de recul, mais de ce que les joueurs apprécient, et au sens macro, pas dans l'exécution, mais dans l'expérience. Et cette sensibilité, elle est assez dure à avoir quand on est juste consommateur. Elle vient aussi avec les années d'expérience. Mais le fait de travailler dans cette industrie, de développer une connaissance technique, et j'aime beaucoup ce que tu dis, le fait de voir des trucs qui n'ont pas marché, de voir des trucs qui ont marché aussi, d'être exposé à ce contenu brut, exactement ce que tu fais quand tu commences une carrière, t'es en bas de l'échelle, entre guillemets, même s'il n'y a pas de... Tu peux avoir enfin, je fais attention avec ce terme parce que ça ne veut rien dire, tu peux avoir des métiers d'experts qui sont des métiers super sympas que des gens vont adorer. Ces réalisateurs, ce n'est pas le haut de l'échelle, justement. Tu peux avoir des métiers d'experts qui sont bien plus fun que des métiers réalisateurs. Ce que je voulais dire, c'est que être au contact de cette industrie, développer cette connaissance du média, tu peux pas l'acheter dans une école. C'est vraiment, faut bosser, quoi. Et alors, il y en a qui ont une meilleure sensibilité, et qui vont bosser plus vite, et qui vont vite faire des jeux indés ou des films indés, et du coup, ils vont acquérir vite toute cette expérience dans la douleur, dans la grande majorité des cas, faut pas se leurrer. Mais voilà, il y a en tout cas je pense qu'il y a vraiment à deux niveaux. C'est pas un métier que tu peux apprendre à l'école. C'est un métier qui vient petit à petit. Et après, c'est exactement ce que tu as dit. Moi, j'ai eu beaucoup de chance dans ma carrière, enfin, je considère. Les rencontres, les prods que tu fais, les succès que tu as ou pas. Hein. Mais c'est quand même beaucoup de fil en aiguille que tu en viens à avoir les opportunités d'évoluer vers plus ou moins ce métier-là. Même si sur le moment, tu n'as pas l'impression que c'est le cas. Moi, c'était le cas quand j'étais concepteur, je suis passé chef concepteur. Puis vraiment, on m'a offert l'opportunité d'être producteur. J'ai pris parce qu'elle était là et puis je me suis dit, ça a l'air cool, je vais aller voir. J'ai bien programmé le jeu vidéo, j'ai bien concevoir les jeux vidéo. Là, on m'a dit, en gros, il faut programmer les équipes, quoi. Ça devrait le c'est les équipes jeux vidéo, allez, on essaye. Je me suis retrouvé là-dedans comme ça. Et en fait, j'ai kiffé. Ça a été génial. Ouais, ça a été. Je trouvais ça hyper dur. Mais j'ai adoré. C'était sur Forks Man. Enfin, c'était vraiment un projet super cool. Et en fait, sans le savoir, c'est cette partie production qui m'a justement amené cette connaissance plus fine de l'industrie, du métier, des expériences de joueurs, de aussi comment on structure un jeu, comment la big picture de comment on fait un projet du tout début, un mec qui a une idée, sa chip c'est dans les bacs et on opère des serveurs live avec 60 millions de joueurs. Voilà, c'est ce type de poste. Donc cette connaissance globale, elle vient par une accumulation d'expérience. Et puis au bout d'un moment, la porte s'ouvre et on te dit, mais en fait, vas-y, dirige un jeu, quoi. C'est bon. En fait, toi, tu sais faire. Tu pourras faire. Et toi, tu dis non, je pourrais jamais faire, mais j'ai super envie. Je vais me planter, mais j'ai envie d'y aller. Puis, tu te plantes. Du coup, justement, là, on a commencé à
mieux connaître vos parcours et tout. Et on s'est dit que c'était intéressant. C'est une grande innovation de ce soir qui est remplie d'innovation. C'est qu'on s'est dit que ça pouvait être chouette de voir visuellement des choses que vous avez créées. Donc on va voir d'abord un teaser de Sylvain, et puis après des petits extraits de certaines créations de Joran. Du coup, si tu veux nous dire en 2 mots, si tu te souviens le teaser qu'on a sélectionné. Ouais. Voilà, si tu veux en dire 2 mots, et puis après, Romain, tu pourras l'envoyer, quoi. Ok. Je parle avant ou je parle en live pendant que tu me lances le film? J'introduis. Ok, j'introduis vite. J'introduis vite parce que c'est plus rigolo à regarder. Ouais. Projet, on coécrit. Là, on était 2. On coécrit un pitch avec Thomas Vauquelin, qui est directeur artistique et créatif chez Big Bad Wolf. À l'époque, chez Cyanide, on coécrit un pitch de jeu. Ça plaît bien. On avance sur une petite équipe. On fait un petit proto. Ça se développe. On fait une pré-prod avec un autre studio. On fait une pré-prod avec Spiders. D'ailleurs, on fait une pré-prod avec Arkane Studio. Ensuite, bref, ce jeu, il a eu un peu 36 vies. C'est tombé en plein pendant la crise financière. Ça devait être dit par des gros éditeurs qui nous ont lâchés parce que c'était la crise des subprimes. Ça avait été terrible. Il est reparti dans les cartons. Il est sorti 2 ans plus tard. On l'a lancé en dev. 3 ans de dev. Il a fini par sortir. Fox and Man, ça a été une belle réussite. Et un des personnages du jeu était particulièrement apprécié par les joueurs. Et notre éditeur, Focus Home Interactive, nous a dit tiens, ça pourrait être intéressant. Ce personnage, nous, on l'aimait bien aussi. On écrit un pitch pour ce personnage, qui a été d'ailleurs écrit par Julien Dessourteaux, avec Guillaume Blanchard, qui propose ce concept-là. Et ce jeu part en prod. Voilà. Et moi, je me suis occupé du coup de toute la partie univers, donc la licence, l'IP, la propriété intellectuelle du jeu, qu'on avait établie dans le jeu précédent, dans le premier. Et celui-là c'est pas vraiment une suite, puisque le premier jeu original était un jeu de rôle. Celui-là est un jeu d'infiltration, donc c'était un peu un spin-off, comme on dit dans le métier, dédié sur juste un seul des 2 personnages qu'on avait créé, un des 2 héros, parce qu'il y a 2 héros dans le jeu original. Et ben, je devais faire court, j'ai raté. Mais j'ai fini. C'est très bien. Du coup, Robin, si tu veux envoyer le premier extrait, enfin le teaser en fait. I remember when I was born in a dried up lake bed. It was a big dead tree. Dozens of my kind crawling around like rats. But I wasn't like them. I was a rat of another kind. My vision blurred. I don't know what happened before that. I could remember only one thing. A name. Styx was the only thing I could think of. I often dream of this place at night. Well, it's more like a nightmare. I see myself, and I am everywhere. A été fait pour ce personnage qu'on a vu là. Ouais, voilà, c'est ça. Le deuxième jeu qu'on a écrit était vraiment centré sur ce personnage. Toute l'histoire a été écrite de manière dédiée sur ce personnage. Toute l'aventure, toute l'expérience, toutes les mécaniques de jeu, tous les systèmes, voilà, tout a été concentré uniquement sur ce personnage. Et c'est marrant parce que en fait, c'est longtemps que j'avais pas vu ce clip. Et en fait, il y a un réalisateur qui a fait ce clip. C'est-à-dire que nous, on a fait un jeu. Ce qu'on voit, c'est que des images du jeu finalement. On a un réalisateur, c'est quelqu'un de chez Focus, je suis désolé, j'ai pas son nom parce que je pense que c'est l'équipe marketing qui a fait ce trailer, c'est même pas nous chez Cyanide qui l'avons fait. Et ils ont beaucoup de talent chez Focus, ils ont réussi à prendre des petits bouts de jeu, à shooter des extraits de jeu, à déplacer, ils pouvaient se mettre dans le moteur de jeu et changer la caméra, et donc ils ont fait un clip, donc c'est le clip de lancement pour vendre le jeu. Donc là il y a vraiment un travail de réalisation en plus fait par un réalisateur qui vient du cinéma, qui vient en partie du cinéma, en tout cas avec une très bonne sensibilité du cinéma, pour créer ce type de clip. Et dans le jeu, il y a 20 heures de jeu, il y a 2 ou 3 heures de cutscenes cinématiques, etc. Et là, il y a vraiment un travail de montage et d'histoire, parce qu'il y a une histoire qui est racontée via ce clip, qui est vraiment très spécifique, quoi. Et là, les deux se marient, là, justement, le cinéma et le jeu vidéo. C'est beau. Carrément. Du coup, on va revenir un peu sur la base en se disant qu'à chaque fois, malgré tout, il y a des gens qui viennent plutôt du côté cinéma et d'autres qui viennent plutôt du côté jeux vidéo.
et qu'on ne sait pas forcément les différences, quand bien même c'est des postes relativement similaires. Et donc, assez simplement, que vous puissiez un peu nous redire c'est quoi un peu les grandes étapes, les grandes missions d'un réalisateur, on va dire ça pour les deux, comme ça sera plus simple. Voilà, histoire qu'on ait à peu près les idées claires sur le contenu en fait de cette fonction-là. Et du coup, je te laisse commencer, et puis comme ça, après Sylvain, il ira. Donc, c'est les étapes. Ouais, c'est ça. Les missions. Étape. Donc, première étape, avoir une idée. Plutôt cool, tout ça. Mais après, c'est vrai il y a donc une idée, une histoire, tout ça. Donc ça, c'est quand tu es auteur-réalisateur, je veux dire. Moi, quand je fais un clip pour quelqu'un, je le fais, la partie auteur, on l'a fait à deux, souvent avec le leader, tu vois. Puis moi, sans dire que je tire la couette vers moi, mais j'essaye quand même d'y introduire mes idées, ma notion, mes envies aussi, parce que voilà. Et moi, ça vient naturellement. Je le fais pas comme ça par derrière. C'est très naturel. Et quand je fais mes trucs perso, voilà, c'est donc écriture. Et après, grosse phase de prépa, donc préparation. Pour moi, c'est un peu la phase clé, je pense, de ce métier. C'est-à-dire trouver tout le monde, enfin, toutes les personnes qu'il faut pour faire ce film. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a vraiment... Parce que du coup, on parle de petite économie. Donc, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un script ? Non. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de... Non, je rigole, mais voilà. Et donc, déco, oui, là, il va falloir absolument mettre le paquet là-dessus. Là, va falloir... Donc, c'est la prépa. Et ce qui fait que le truc que vous allez peut-être voir... il a été tourné en 24 heures, par exemple, ce clip, 24 heures, on est arrivé à 6h du matin dans un château, on est reparti le lendemain à 6h du matin. S'il n'y avait pas eu de prépa, on n'aurait jamais... Enfin, prépa, donc, c'est-à-dire un peu des storyboards, plein d'idées, plein de... Voilà, calés au millimètre, voir tous les costumes, imaginer tout ce qui est possible qui se passe, entre guillemets, mal, à part la caméra qui fume, qui brûle, là, on peut rien faire, mais en tout cas, voilà, et donc préparer de façon à ce que pendant le tournage, là, tu as beaucoup de liberté, c'est-à-dire que là, tu peux t'adapter, tu peux faire changer Enfin, moi, je lis mon truc pour me repérer, c'est-à-dire, des fois, j'ai fait des storyboards, plus ou moins, en tout cas, des plans qui sont écrits, et puis je fais pas du tout la même chose que ce qui est écrit, mais sur le tournage, mais si je peux me permettre de le faire, c'est parce qu'il y a eu de la prépa. Voilà, c'est pour ça que j'insiste sur le sujet. En fait, tu peux t'éclater que si la prépa est bien faite, je pense. Et voilà, et après, tu as montage. Tu as le tournage quand même au milieu. Le tournage, donc oui, mais voilà, le tournage, c'est la partie... c'est stressant, ça peut être stressant, mais c'est une partie cool qui découle de cette fameuse prépa, quoi. Voilà, et donc le tournage, là, tu surfes, tu filmes, tu machin, ça envoie du rec à tous les niveaux. Allez, vas-y, on tourne. Non, c'est pas vrai. Non, mais des fois, on tourne beaucoup, d'autres fois, voilà, mais on improvise aussi beaucoup. Donc, moi, j'appellerais ça la matière première, la matière brute. Et après, tu as le montage, donc, où je suis plutôt à l'aise aussi. Enfin, très à l'aise. Très à l'aise par rapport aux autres trucs, je veux dire. Parce qu'auteur, c'est plus compliqué. Voilà, et donc là, le montage, ça va. Mais cela dit, monter ses propres trucs que tu as écrit perso, c'est vachement dur. Plus dur que quand je fais une commande, un clip que pour quelqu'un. Là, je le monte tranquille parce qu'en fait, j'ai pas la même pression, quoi. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme ça. Et voilà. Et après, le montage, c'est terminé. Hein. Et puis, il y a peut-être, malgré tout, dans le tournage, un truc que tu n'as pas forcément dit, mais qui, à mon avis, est important, c'est la direction d'acteur quand même aussi. Oui, c'est vrai. Donc, à la fois le casting du côté de la prépa et la direction d'acteur qui est quand même centrale. Ouais. C'est vrai que par rapport aux jeux vidéo, t'as pas... Nous, on a cette... voilà. Et c'est vrai qu'en plus, dans les clips, des fois, souvent, c'est les musiciens qui jouent, qui sont pas comédiens professionnels. Donc, et moi, je suis pas directeur d'acteur professionnel, mais à force d'en faire, c'est vrai que j'ai senti mon niveau grimper. C'est-à-dire qu'au début, t'es là, tu comprends pas pourquoi le mec il flippe. Allez, mais vas-y, prends ce truc. Et puis en fait, si tu te mets... Et moi, comme je me suis auto-mis en scène à des moments, j'ai vu comme c'était chaud de faire des choses très bêtes, tu vois, genre prendre un stylo, le prendre comme il faut, c'est pas si facile en fait. Je dis prendre un stylo, j'ai jamais fait ça, prendre un stylo dans un film, mais voilà, c'est un exemple. Et donc, oui, direction d'acteur, c'est surtout quand c'est pas des professionnels, et c'est super bien de tourner avec des non-comédiens,
parce que c'est très brut et en fait tu passes beaucoup de temps à rassurer la personne, à dire t'inquiète, ça va aller, ça marche grave ce que tu fais, c'est une caméra qui te filme, c'est pas. Je pense que c'est plus facile d'être comédien de cinéma, si je puis me permettre. Hein, ça n'engage que moi, ne vous énervez pas, que au théâtre, parce que en fait tu peux refaire, tu peux voilà sur la direction d'acteur. Et bah super. Et bah maintenant qu'on a toutes les étapes en tête. Robin a réussi à gérer là-haut. Donc normalement, tout va bien. C'est ça que tu m'as dit, Robin ? Ah. Magnifique. Qui chante, mais après, ce ne sera pas ça. Le premier, donc, je voulais dire un truc. Ah oui, un truc rigolo, c'est qu'on a... donc, c'était décalé, je crois, le son et l'image. Mais bon, vous voyez l'idée. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que il y a un moment où les labiales sont bonnes, mais si c'est décalé, on ne voit pas. Mais, et c'est accéléré. Là, j'avais utilisé une astuce qui est rigolote à raconter, c'est que j'avais ralenti la musique au tournage, x2. C'est-à-dire que la musique était 2 fois plus lente et je faisais vraiment comme ça, dans la vraie vie, pour que ensuite, après, ça aille plus vite et que ce soit calé dessus. Donc voilà, et c'était trop drôle à tourner parce que tout le monde, c'était inécoutable. Hein, c'était et je faisais ça. Et j'avais testé le processus avant chez moi, voilà. Et je trouve que c'est rigolo parce que du coup c'est calé, quoi. Voilà, pour la petite anecdote. Et le deuxième truc que vous venez de voir, donc c'est bizarre de montrer des extraits comme ça avec un fondu d'entrée et de sortie, c'est donc des extraits. Et deuxième, c'était sur le confinement, voilà, ce truc. Donc voilà, c'est juste pour vous le dire. Et qui avait été fait avec le théâtre du NTH. Ouais, le NTH8, ouais, c'est un film qui a été produit par le NTH8. Ils m'ont filé un peu de thunes pour que je fasse un film sur. Donc là, c'était sur le rêve, le thème du rêve. Donc, et du coup, et comme c'était pendant le confinement, je m'étais dit, tiens, putain, c'est un peu un cauchemar éveillé qu'on vit. Et du coup, j'avais essayé de mettre en image ce cauchemar éveillé, quoi, tu vois, mais en décalant, parce que je fais toujours un peu ça. Là, vous venez de voir les 2 extraits, il y a un décalage, c'est jamais de la réalité pure, c'est toujours un petit peu décalé. Voilà, une réalité légèrement amplifiée. On enchaîne sur le troisième. Oui, c'est un clip pour Olga Boss, donc un groupe qui vient qui commence. On l'a tourné à la Friche avec mon ami Christophe Perrodin qui a fait la chef-op, et je dois dire que je le remercie énormément et que c'est la première fois que je tourne avec un chef-op que ça se passe si bien, parce que tu sais, t'es tout le temps à côté, donc ça peut vite être tendu, tu vois, c'est vite un vieux couple, tu vois, réel chef-op. Donc si tu as un chef-op qui est à fond, là moi justement j'ai fait beaucoup de direction d'acteur, plus parce que du coup j'avais moins à m'occuper du côté technique, si tu veux. Et puis au bout d'un moment, il avait compris les cases que je voulais, tout ça, donc je regardais, je faisais nickel, tu vois. Alors que des fois, ça peut vite être mais non, mais remonte le cadre, là, s'il te plaît, fais un effort. Ah, mais ça va pas être, c'est pas machin, il n'y a pas les tirs et tout. Je m'en fous du tir, on y va, gros. Et donc avec Christophe, ça s'est pas passé comme ça, c'est-à-dire ça s'est passé très bien. Non, c'est pas une guerre hein, en général, c'est ce que je veux dire, c'est que quand ça se passe bien, ça peut faire des trucs très beaux, ça tient à ça aussi, quoi. Ça tient à cette relation étroite, bon, après, entre le réal et le chef-op, je crois, hein, voilà, sur le tournage. Et enfin, du coup, le quatrième et dernier extrait. C'est ça, tu veux dire un mot avant ou... C'est des extraits d'un court-métrage que j'ai fait, que j'ai écrit, réalisé, qui s'appelle Puta, et voilà. Et ben c'est parti. Ok. Alors du coup, c'est un peu désorganisé, mais voilà. Malgré tout, comme ça, au moins, on a un aperçu de ton univers qui est quand même très varié entre les clips, les courts-métrages, les choses qui viennent de toi, et puis des choses qui sont peut-être un peu plus de commandes ou de semi-commandes, mais on y reviendra. Du coup, donc là, on a un peu suivi toutes les étapes de la réalisation d'un film, ou en tout cas de ta place en tant que réalisateur. Et donc, de ton côté... Alors, en fait, c'est intéressant parce qu'on a aussi des étapes qui se ressemblent. On a cette étape de conception originale de l'univers, de l'histoire, du gameplay. Là, il y a un peu tout qui vient ensemble. C'est-à-dire le pitch deck, là, le fameux document créatif qui pose la vision et qui vend un peu le produit, souvent, il amalgame un peu toutes les différentes étapes du jeu vidéo. C'est rare qu'on ait juste une histoire
ou un gameplay, où souvent il y a souvent un truc fort qui est la sensibilité de la personne qui va le créer, mais il y a, en général ça intègre les différents aspects du jeu. Et donc on a cette phase de conception souvent qui est menée par... alors, il y a exactement le même modèle, c'est-à-dire qu'il y a les commandes, l'éditeur qui dit bah voilà, nous j'ai remarqué il y a sur ce marché des joueurs qui ont 15-25 ans, on a remarqué qu'il n'y avait pas de jeu de danse dans un univers gothique. Et on pense qu'il y a un marché, 25 000 units on peut écouler, faites-nous un jeu. Ok, donc là tu as quelqu'un on prend un réalisateur, on prend un créatif et on lui dit bah écris-nous un pitch ou une petite équipe, on leur dit une core team on appelle ça, équipe de conception initiale, on leur dit bah écrivez-nous un pitch de ce que serait ce jeu. Et il y a les projets indépendants. Moi, j'ai eu la chance de faire principalement les projets indépendants où bah, on vient, nous, avec notre idée. Moi, je viens avec une idée. On discute, on essaie de convaincre en interne dans les équipes. On essaie de convaincre après un éditeur et on écrit comme ça, petit à petit, le pitch du jeu. Donc ça, c'est cette première étape qui, en général, c'est courte. Et contrairement au cinéma où les étapes sont un petit peu plus hachées, même si des fois, tu l'as dit, on se met à écrire en plein milieu d'un tournage, ou c'est quand même relativement rare au cinéma. Nous, les étapes, elles se chevauchent énormément et elles sont très longues. Cette étape de préparation, elle peut durer quelques semaines ou même une année. Des prépas de jeu, enfin on ne parle pas encore de pré-prod, hein, là vraiment de conception, ça peut durer, je pense que j'ai fait des conceptions d'un an, alors peut-être pas full-time hein, évidemment, mais qui ont duré très longtemps. Et après, on rentre sur la création de jeu. C'est-à-dire que là, on se met à faire du concret, on se met à faire du jeu vidéo, quoi. On programme, on fait des arts, on fait des animes, on fait cette phase, elle a elle-même sous-découpée en plusieurs étapes, je passe rapidement dessus. Et là, le rôle du réalisateur à ce moment-là, c'est justement de continuer d'approfondir cette vision et de communiquer cette vision à l'équipe. Parce que finalement, chaque personne à son niveau va avoir à s'emparer de cette vision créative et de créer du contenu en lien avec cette vision. Là, je rebondis un peu sur ce que tu disais, comment on en vient en fait à créer ces trucs-là. Moi, mon truc perso, c'est il faut que ce soit perso, justement. J'aime bien quand je mets du mien, mon âme, un truc à moi, dans le jeu. Et ça peut être un truc très con. J'ai bossé sur un jeu de bagnole chez Eden, et j'avais envie, moi, de parler d'un truc qui était ce sentiment et ce plaisir que j'ai pu avoir dans ma jeunesse, que j'ai moins maintenant, parce que j'ai des enfants et je fais moins de vacances avec mes potes, juste avec mes potes. Mais j'ai plein de bons souvenirs en tant que plus jeune d'avoir fait ça. Et ce moment où tu crées un petit groupe, une petite fédération avec quelques potes, en plus souvent dans le lot il y en a que tu connais pas, tu pars au ski ou tu pars à la plage et tu crées cette petite communauté éphémère qui va durer une semaine et donc cette émotion-là, cette sensation-là, ce sentiment-là, j'ai essayé justement de mettre le doigt dessus, travailler c'est quoi ce sentiment, c'est quoi cette sensation, qu'est-ce que j'apprécie là-dedans, en quoi ça pourrait parler aux joueurs, en quoi on pourrait créer un jeu qui raconte cette chose-là. Et un des jeux de voiture qu'on a fait, qui s'appelait Gear Club Stradale, était totalement parti à la base de cette vision. Et on a travaillé chaque élément, chaque fonctionnalité du jeu pour essayer de renforcer cette émotion, ce sentiment-là au travers du jeu. Alors ça paraît un peu abstrait dit comme ça, et c'est justement le travail des équipes créatives. C'est pour ça qu'on a beau dire il y a un directeur créatif. En fait, non, chaque personne dans l'équipe est un créatif à son niveau. Chacun a travaillé sur comment faire ressentir aux joueurs ce sentiment à la fin. Et donc voilà, moi j'ai toujours un truc dont je veux parler, un truc qui est perso, qui est à moi, qui m'est cher, qui peut être bien ou nul, hein, c'est perso justement, c'est pour ça que ça touche ou pas les gens qui vont consommer le média. Mais je choisis moi toujours un axe très perso et j'essaye toujours de me dire, de déconstruire cette sensation, de déconstruire une expérience, de déconstruire quelque chose dont je veux parler pour après le communiquer à l'équipe. Et donc ça c'est le travail du directeur créatif pendant l'ensemble de cette fameuse production qui est elle-même découpée en plein d'étapes, pré-production, prototype, etc. Enfin souvent dans l'autre sens. Et après le gros de la production où là l'équipe grossit beaucoup, on a beaucoup de monde qui travaille en parallèle pendant une très longue période. Ça peut durer quelques mois, ça peut durer quelques 7-8 ans, les grosses prods, 7-8 ans de prod. Moi, je fais une prod de 4 ans et demi, c'est assez dur, une prod assez longue. Et après, on a une petite phase finalement qui est... on n'a pas vraiment de phase de montage, le jeu il se monte en live. On a une phase de ce qu'on appelle le polish, donc de finition du jeu. Qui est une phase toujours très douloureuse, puisque c'est le moment où le jeu devrait être fini, le contenu du jeu devrait être fini, monté, il est jouable du début à la fin, mais c'est jamais le cas, on n'arrive pas parce que les plannings explosent, on a été trop ambitieux, on a voulu en mettre plus, et c'est en général plutôt la phase où on sort la tronçonneuse, où les producteurs sortent la tronçonneuse et les développeurs pleurent des larmes de sang et de sueur. Et puis on commence à tailler un peu dans les fonctionnalités sur lesquelles on a travaillé des fois pendant 1 an, 2 ans avant. Et donc on fait sauter celles qu'on n'arrivera pas à finir pour le lancement du jeu. Et on en profite pour fignoler, finir, polir, débugger tout à fait les fonctionnalités qui restent.
Voilà. Et quand c'est fini, là, on est rincé en général. Mais on va dire que en fait, le réalisateur en jeu vidéo, il intervient surtout sur les 2 premières étapes. L'étape de finition, de plus en plus, elle est prise en main principalement par les producteurs. Parce que là, c'est le moment où le jeu il doit sortir. Et que si on écoute le réalisateur, le directeur créatif ou le réalisateur, en fait, le jeu il va sortir dans 8 ans. Mais il a déjà pris 4 ans. Donc en fait, il faut qu'il sorte dans 2 semaines. Et donc on ne peut plus laisser le directeur créatif. Je caricature à peine. Mais souvent, c'est le moment où les producteurs prennent plus la main pour dire attends, là, on va essayer de couper. Bien sûr que le directeur créatif est impliqué et qu'il peut sauver les features qui lui sont essentielles ou qui lui paraissent essentielles. Mais c'est souvent, il y a plus un passage de relais souvent à ce niveau-là. Super. Voilà. Merci. C'est marrant quand même comment ça fait le parallèle, même tout à l'heure quand tu parlais de réalisateur, chef op, moi, ça me fait penser à creative director, produceur. Donc c'est assez intéressant, mais on parlera des ponts après parce que je pense qu'il y en a plein à faire. Même dans les termes, je trouve, c'est les mêmes termes en fait. Tu dis spin-off, tu dis. Oui, c'est ça. C'est juste que nous, on est arrivés, on était là en mode non, on est différents. Non, là, le versus, désolé, on va pas se battre avec de la jet de groseille. Mais c'est marrant parce que tu parlais de couple tout à l'heure, je peux rebondir 2 secondes dessus parce que j'aime beaucoup cette idée et moi j'aime beaucoup les couples. De manière générale. Attention aux couples dans la salle. Non, j'aime beaucoup les couples créatifs. En fait, je pense que le métier de réalisation, justement, c'est un métier qui demande beaucoup d'empathie, de savoir travailler avec les gens. Tu l'as dit sur les tournages. Moi, j'ai eu la chance de faire des tournages de mocap, justement, jeux vidéo, qui sont assez différents par certains égards des tournages de films hors mocap. Mais c'est vrai que travailler avec un compère, un co-directeur créatif, beaucoup de jeux se font avec plusieurs directeurs créatifs, ou avec un chef de projet ou un producteur, justement. Arriver à trouver un couple qui a une dynamique saine, c'est finalement pas si souvent que ça, parce qu'on défend souvent des intérêts opposés, on a des visions créatives qui peuvent s'opposer, on cherche à emmener le projet dans des visions différentes. Avec un producteur, c'est plus challengé sur le boulot, lui il a plus une prérogative produit, alors que nous on a plus une prérogative créative, donc forcément il y a beaucoup de friction. Et moi les meilleurs jeux que j'ai faits, c'est exactement ce que tu as décrit, c'est les jeux où j'avais une très bonne entente et où je me suis beaucoup amusé et on avait beaucoup de respect avec le binôme, souvent mon binôme ou trinôme quand c'était le cas. Oui, j'aime les couples avec un peu plus que 2 personnes. Et en fait, c'est super cool. Mais vraiment, c'est des moments même humainement que je chéris, que d'ailleurs je cherche à reproduire aujourd'hui et je pense toute ma carrière. C'est pour moi mes meilleures expériences en tant que développeur, c'est ces moments où j'ai réussi à travailler avec une ou plusieurs équipes avec qui je sentais qu'on avait une énergie créative saine, c'est-à-dire qu'on était capable, et c'est une industrie où on est très passionné, je pense exactement comme le cinéma, c'est-à-dire que tout le monde chez nous, je disais, on n'est pas là par hasard, tout le monde aime beaucoup le jeu vidéo, tout le monde a beaucoup d'opinions sur les jeux et les fonctionnalités qu'on fait et les idées qu'on va avoir, et ça se bagarre en salle de réu, et ça voilà, des fois souvent ça reste respectueux, des fois ça chauffe un peu. Il y a des assiettes qui volent. Mais voilà, mes meilleures prods, c'est celles où à la fin de la baston, on sortait de la salle de réunion, on avait pris une bière et on se disait ouais, ok, on s'est un peu chauffé, mais finalement, ok, est-ce qu'on ferait pas comme ci, comme ça, et cool, ouais, ok, ouais, en fait, c'est bon. Et le ping-pong, le fait de rebondir l'un sur l'autre, et les meilleures idées qui étaient je dis souvent le 1 + 1 = 3, c'est-à-dire que j'aurais jamais eu cette idée seule, il aurait jamais eu cette idée seule. Je vais dire un truc, il va rebondir dessus, ça va faire naître une 3e idée, et là on va dire, c'est ça. Et ça, moi je sais que tout seul, je suis pas un super bon directeur créatif. Et je l'assume, et c'est pour ça que souvent je m'associe d'ailleurs avec d'autres directeurs créatifs. Je trouve qu'à 2, je fais des jeux mais 10 fois meilleurs que je pourrais faire tout seul. Et j'ai pas d'ego là-dessus, tu vois, j'assume complètement, c'est mon style. Et c'est marrant que tu parlais de ça avec ton chef-op. Je peux juste, parce que c'est hyper intéressant, juste par rapport à en plus, ce qui est bizarre quand tu es donc réalisateur, tu es censé être un petit peu en haut de la pyramide par rapport à. Et c'est vrai que haut de la pyramide de décision, mais c'est vrai que moi, par exemple, c'est pas quelque chose qui m'attire d'être en haut de la pyramide. Ce qui m'attire, c'est de créer un univers cohérent, si tu veux. Et quand tu es avec un chef-op, donc qui est censé être un petit peu dans la hiérarchie en dessous de toi, c'est-à-dire que c'est toi qui prends une décision par rapport à lui. Moi, moi, je préfère qu'on soit égaux, si tu veux. Sauf que il faut qu'à un moment il y en a un qui décide et ça peut vite créer des conflits en fait parce que le mec a une idée et que toi tu veux pas, et quand ça se passe super bien, c'est hyper agréable parce que le but c'est pas de dire c'est moi qui ai la bonne idée, toi qui as la mauvaise ou machin, c'est juste aller tous dans la même direction, et ça c'est à tous les niveaux de l'équipe, et quand ça se passe comme ça c'est magique parce qu'en fait encore une fois quand tout le monde va dans la même direction,
de création, c'est hyper fort et c'est pas la hiérarchie n'existe plus en fait à ce moment-là. Et moi, c'est ça que je recherche aussi parce que c'est quand même aussi des aventures humaines. Avant tout, c'est une aventure humaine, un tournage, un truc. C'est pas, tu le fais pas juste pour la finalité. C'est quand même comme si tu partais justement en vacances avec quelqu'un ou je sais pas quoi. C'est pas Pendant 4 ans et demi. C'est long vacances. Est-ce qu'il y a d'autres types de binômes qui t'intéressent? Tu parlais vachement réalisateur, chef-op. Est-ce que dans le processus créatif aussi, il y a d'autres types de binômes, le réalisateur et... Oui. Voilà. Il y en oui, a mais un. lesquels? Il y en a. Non, par exemple, ce que tu disais sur aussi les auteurs. Moi, je trouve que moi j'ai écrit, par exemple, Puta, je l'ai écrit seul. Donc pour faire court, parce que ça se voit peut-être pas dans le truc, c'est une histoire d'amour entre une prostituée et un homme qui peut pas avoir d'érection. Voilà. Donc amour impossible. Tout simplement. Et donc moi je trouvais ça rigolo. Mais c'est un film qui est classé interdit aux moins de 16 ans. Voilà. C'était pas prévu. Bon, c'est une parenthèse. Mais du coup, quand j'ai coécrit des clips avec des leaders de groupe, on n'est pas des professionnels. Enfin, moi je suis un peu plus. Voilà. Enfin, bref, on est auteurs tous les deux. Et du coup, c'est vachement cool parce qu'on fait un ping-pong. Et je trouve ça, c'est les duos d'écriture. Ou les trios même, hein. Enfin, c'est génial parce que quand tu écris seul, finalement tu te brides plus. Ça c'est mon expérience à moi, c'est-à-dire que tu fais plus d'autocensure paradoxalement quand tu es seul que quand tu es deux. Quand tu es deux, tu peux balancer plein de bêtises, tu vois, rigoler, dire oh, tiens on va faire ça, voilà, tu vois, ça fait rire tout de suite. Bon ça. Je crois que tu as trouvé un binôme d'écriture dans la salle. Pour ton prochain film. Je le connais, il s'appelle Léon. Et voilà, donc c'est binôme. Et puis après, il y a aussi en fait, réalisateur, il binôme avec un peu tout le monde, hein, je veux dire. Mais là, j'ai mon pote Julien, dont c'est le fils qui rigole, là, qui est régisseur G et qui était un peu assistant réal régisseur G avec moi. Et en fait, si t'as pas un mec pareil, génial, qui t'épaule tout le temps. Donc là, plus sur les côtés organisationnels. Voilà. Organisation, timing, trouver des décors, des machins. Si t'as pas des mecs qui sont à 3000 avec toi, t'es mort. Et moi, là, il se trouve que c'était mes potes. Mais c'est vrai que ça les use aussi, parce que quand tu fais un truc pas bien payé, machin... Tu peux pas lui demander 50 fois de faire. Tu peux lui demander une fois tous les 5 ans. Tu peux essayer. Mais le mec, il s'est craqué. Et puis il a tu vois, il l'a fait juste pour t'aider et puis pour que le film voit le jour pour le film. Mais si tu veux, voilà, c'est vraiment des métiers un peu plus de l'ombre encore que réalisateur. Et pourtant, c'est quand même un travail d'équipe. Enfin, j'imagine comme dans le jeu vidéo. Enfin, ce que tu disais, c'est pas, t'es pas réalisateur solo. Et c'est aussi juste une dernière phrase par rapport à ça. Tu vois, je filme moi souvent tout seul. Quand je filme tout seul pour des teasers, des machins, j'ai beaucoup moins de réflexion que quand il y a un gars qui est derrière la caméra, qui m'aide, qui fait vraiment ce taf et que moi je suis réalisateur à côté, il y a beaucoup plus d'émulsion, d'imagination, de possibilités que quand moi je fais ça et pour pas dire le son, tu vois, tu commences à faire les trois, en fait tu deviens un homme-machine et tu as moins d'idées, moins de propositions, tout ça. Donc vraiment ces postes c'est des postes incompressibles, régisseur, chef-op, c'est des postes qui pour moi sont postes clés, mais là aujourd'hui on croit qu'on peut faire tout facilement vu que d'ailleurs on sait que même avec un iPhone tu peux tourner avec un iPhone, mais tout le monde sait très bien qu'il suffit pas d'avoir une caméra, cerveaux et plusieurs sensibilités. Il suffit pas d'avoir une caméra pour faire un film, quoi. Très bien, super, merci. Alors effectivement on a pu quand même passer sur les process, passer sur les postes, même en dehors en fait du vôtre, puisqu'on a parlé des différentes prods, des différentes réalisations. Nous, ce qui nous intéresse maintenant, ce serait, on a vu un peu les extraits effectivement. Alors, en dehors de ton travail en studio et peut-être des commissions où il y a quand même une certaine contrainte, en termes d'influence artistique, de référence dans votre travail, est-ce que vous en avez? Et si oui, lesquelles? Tu me laisses partir devant, quoi. Bon, ok. Alors, moi, je suis historiquement un gros joueur de jeux vidéo. Je
J'ai commencé tôt. Après, aujourd'hui, c'est pas original de dire ça parce que tout le monde est un gros joueur de jeux vidéo. À l'époque, j'étais le petit garçon bizarre. J'ai une Game Boy en noir et blanc. Je jouais dans la voiture avec une couette par-dessus ma tête. Bref, à l'époque, ça se faisait pas trop. Aujourd'hui, c'est assez bien démocratisé. Tu peux jouer à Pokémon dans le métro, c'est ok. Moi, j'ai pas mal d'inspiration des jeux un peu cultes qui m'ont marqué personnellement. Alors, dans mon style de jeu, et ça a d'ailleurs un peu forgé mon style, alors je le dis sans ego, mais c'est un peu mon trait, ma patte en tant que réalisateur, qui tourne autour de la conséquence. C'est un peu mon truc à moi qui me fait kiffer, qui me fait vibrer. C'est un peu le thème qui revient dans les jeux sur lesquels je bosse en général. C'est cette notion de donner aux joueurs la possibilité d'avoir des conséquences, qui est le truc du média. Forcément, le film, c'est plus difficile d'avoir le spectateur qui interagit avec l'écran. Nous, c'est notre truc dans le jeu vidéo, on peut faire ça. Et moi, ça m'a toujours éclaté d'explorer cette dimension dans le jeu vidéo et de me dire comment est-ce que je peux aller encore plus loin dans le fait de donner au joueur le sentiment qu'il interagit avec le système, avec le jeu, et qu'il n'est pas juste acteur. Et c'est pour ça qu'en fait, moi, je m'éloigne de plus en plus du film, même si je suis un grand fan de film et que j'ai beaucoup d'admiration pour le monde du cinéma. J'essaye au contraire de faire du jeu vidéo un média qui s'en dissocie le plus possible, en essayant d'avoir le plus d'interactions possible, en tout cas l'interaction physique, l'interaction qui impacte, interaction à conséquence. Parce que le film a aussi beaucoup d'interactions avec le spectateur, mais qui ne sont pas dans les deux sens. Après, j'ai perdu ta question, là. Je me suis complètement perdu en chemin. Si tu avais des inspirations. Donc, désolé, je reviens. Donc, les jeux, globalement, les jeux cultes auxquels j'ai joué, ça a forcément beaucoup marqué, beaucoup inspiré. Je suis un énorme lecteur de science-fiction et de SF, donc c'est aussi une grosse source d'inspiration pour moi. Et comme je le disais, moi, j'aime bien m'inspirer de choses qui viennent pas du jeu vidéo. Donc, alors je suis pas un mec qui va énormément au musée, bien sûr dans quelques inspirations du cinéma, mais j'aime bien prendre des trucs personnels, vraiment des trucs d'expérience, des trucs qui m'ont touché moi personnellement dans ma vie, et de me dire mais comment est-ce que je peux essayer de transmettre cette émotion, ou en tout cas de faire revivre cette émotion, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont universelles. L'exemple que je prenais dans le jeu de bagnole, c'est un peu nul, mais je pense que vous avez tous eu la petite lumière, ceux qui ont eu la chance de vivre ces vacances avec un groupe de potes, vous savez à quel point c'était cool, et c'est des souvenirs qui vous marquent à vie, je pense. Et comment je peux essayer de refaire vivre cette émotion, ou de faire suinter cette émotion aux joueurs pendant qu'ils jouent au jeu. Donc moi je pense que c'est principalement ça mes rêves, mes sources d'inspiration. Super, merci beaucoup. Juran ? Source d'inspiration. Non, mais il y en a beaucoup. Voilà, je peux dire ceux vraiment qui me touchent le plus. Premier qui me vient comme ça, c'est Jim Jarmusch, qui entre parenthèses a les mêmes initiales que moi. Est-ce un signe? Jim Jarmusch, voilà, je pense que certains connaissent beaucoup. Donc c'est un cinéaste indépendant américain qui doit travailler depuis les années 80 à peu près. C'est ça. Un peu rocker, un peu poète, un peu tout ça. Donc moi, c'est vrai que j'aime bien les films un peu... je viens quand même... Là, j'aime bien la poésie, je le dis, voilà. Je me confesse. C'est vrai que je retrouve ce truc-là de poésie, de musique aussi. La musique est centrale dans ces films. Et c'est vrai que moi, ça me plaît, ça. Donc tous ces films, sauf peut-être un, le dernier là avec les zombies, il m'a un peu moins plu, mais sinon il fait des trucs, par exemple pour en parler, de Ghost, comment il s'appelait ce film, Ghost, c'est un samouraï, Ghost Dog, un samouraï black qui écoute du rap et qui est tueur à gages. Tu vois, déjà, on dirait un comment on appelle ça, un cadavre exquis, le truc. Tu vois, c'est clair, c'est un pari perdu. Et voilà, il te lance une atmosphère comme ça. Enfin, moi, je trouve ça énorme. Bon, juste pour parler dessus, mais il y a des trucs un peu plus terre à terre sur l'histoire, mais qui sont magnifiques. Voilà, donc c'en est un. Après, un autre gars qui me touche beaucoup, c'est Wes Anderson. Donc c'est toujours des mecs qui ont quand même une esthétique très très marquée, extrême. Voilà, c'est pas un film français d'aujourd'hui. Non, je rigole. Mais c'est vrai que tu vois, il y a une esthétique forte, c'est un peu irréaliste. Voilà, c'est quand t'as une voiture, c'est pas une voiture, c'est pas voilà une Clio, c'est tout de suite un truc un peu déjanté. Et moi, je trouve ça personnellement, ça me touche beaucoup plus, un peu ce surréalisme, ce truc pour toujours mettre de l'émotion, transformé par rapport à l'émotion que ça génère en fait, c'est-à-dire et dernière inspiration que je tiens à dire, c'est les comédies musicales, au sens j'ai grandi avec ça.
Donc c'est peut-être pour ça que je fais des clips, j'en sais rien. Mais bon, c'est des chansons et tout. Mais tu vois, par exemple, j'ai une fascination pour ce film de Jacques Demy qui s'appelle Les Demoiselles de Rochefort, qui est un film, selon ses dires à lui-même, léger et sur le bonheur, et sur des gens très banals, des histoires très banales, mais il arrive à en faire un truc extraordinaire. Moi, je trouve ça super de partir de personnes qui ont des vies tout à fait communes, c'est-à-dire qui ont juste envie de tomber amoureux, voilà, vraiment, c'est ça le sujet, quoi. Et en fait, il en fait une histoire entre guillemets extraordinaire pour dire que tout le monde est extraordinaire. Et je trouve ça super de penser comme ça. Et puis ce décor complètement à l'eau de rose, enfin c'est très rose bonbon et tout. Je trouve ça super et idylle. Et selon ce que je voulais dire, il faut pas prendre les choses légères à la légèreté. Et je trouve ça vrai aussi, et voilà, ça me touche. Et puis c'est un film, c'est quand même, il est en alexandrin, le truc, enfin c'est un marbré quand même. Il a fait un film en alexandrin, chanson français, c'est le seul français qui a fait. Enfin maintenant il y a eu Annette que j'adore, Léo Scarax qui a fait ça aussi. Mais voilà, c'est couillu dans l'idée, dans l'esprit, quoi. Tu vois, on va faire un film sur le bonheur, machin. Le mec, c'est un show, quoi. Et il arrive à le faire, et surtout ça arrive à plaire. Ça, c'est dernier truc qui me fascine chez les réalisateurs. C'est des gens qui sont très généreux. C'est-à-dire que ce film-là précisément, je le montre à ma fille qui a 3 ans et demi. Les Demoiselles de Rochefort, elle connaît par cœur la musique. Et ça plaît à une fille de 3 ans et demi, comme ça peut plaire à quelqu'un de plus âgé qui connaît plus le cinéma ou machin. Et je trouve que chez les réalisateurs ou chez les artistes en général, quand tu arrives à toucher plusieurs catégories de la société, que ce soit intellectuelle ou d'âge, je trouve ça bien plus classe que de faire des trucs très nichés, si tu veux. Voilà. Je trouve, tu vois, et pour moi, Jacques Demy y est arrivé. Jim Jarmusch, il y arrive aussi quelque part sur certains films. Et par exemple, le maître de ça, c'est Chaplin, qui arrive à faire des films super drôles, super tristes, où tu as plusieurs strates de lecture. Et qui sont accessibles à tout le monde. Et bon, maintenant c'est un peu vieilli, mais quand même, l'idée était généreuse et belle. Et moi, je crois que c'est ça c'est à ça que ça sert de faire des films, quoi. Voilà. Trop bien. Et du coup, donc là, on comprend un peu mieux les étapes de travail, les inspirations. Malgré tout, on a aussi bien conscience qu'être à vos places de réalisateurs créatifs, il y a toute une série de contraintes très fortes. Qui peuvent être budgétaires, organisationnelles, temporelles, etc. Et du coup, voilà, savoir un peu comment vous arrivez à négocier ça. Est-ce que c'est finalement une force? Est-ce que c'est extrêmement contraignant? Est-ce que voilà, j'imagine, c'est ce qu'on se disait avec Claire, c'est qu'être réalisateur, c'est être aussi à cet endroit-là, d'être au centre de la machine et du coup au centre des contraintes, quoi. Et comment vous arrivez à négocier un peu avec tout ça sans trop d'ulcères? Voilà, c'est ça. La question, c'est combien à la fin. Et je vais citer, je crois que c'était le réalisateur d'Assassin's Creed 4 Black Flag qui avait dit c'est cool, t'es au volant de la Ferrari, par contre quand tu touches les bords, ça coûte très cher. Et j'aimais beaucoup cette image, c'est que ça va très vite. C'est des équipes qui peuvent être très très grosses. Et puis même avec une équipe à 20 personnes, tu crames quand même plusieurs... voilà, ça coûte quand même beaucoup d'argent, hein, par mois. On évite en centaines de milliers, et quand ça grossit en millions, voire des fois en dizaines de millions par mois. Donc lancer l'équipe dans une direction qui n'est pas la bonne, qui colle pas au mur, comme on dit dans le métier, ça coûte très très cher. Donc il y a ce côté, comme tu dis, hyper grisant de se dire cool, oui, je peux orienter le jeu, je peux donner une direction. Mais comme c'est l'exemple de l'ulcère, il est très bon, je trouve, de se dire oui, ça vient quand même avec une pression énorme qui est. Alors bien sûr qu'on achète ta promesse, on achète ta vision, et si c'est toi qu'on a mis là, c'est parce que les gens qui t'ont mis là croient dans ta vision. Ou en tout cas, les gens qui ont payé la prod ou le jeu que tu fais, c'est qu'ils croient en ta vision. Malgré tout, entre quelques lignes ou quelques mots ou une petite démo ou un petit prototype pour vendre un pitch et une équipe de prod complète avec des gens qui dépendent, une équipe marketing qui attend ton jeu pour faire des trailers, des mecs qui sont en train de... Voilà, c'est un bazar qui se met en place autour d'un jeu. Non mais vraiment. Et puis toi, comme tu dis, t'es au centre de la meule, t'es au milieu de la machine à laver, et puis tout le monde a besoin de toi. Tu fais un peu le final cut sur tout, donc tu sens que ça va très vite. T'as peu de temps pour prendre les bonnes décisions. Cette pression, c'est vrai qu'elle c'est le revers de la médaille. Faut la supporter. Ouais. Moi, j'ai fait des prods où je dormais pas beaucoup la nuit. Pas forcément parce que je faisais des heures de fou, mais parce que dès que je me couchais, est-ce que j'ai pris les bonnes décisions aujourd'hui? Est-ce que j'ai envoyé les mecs dans la bonne direction? Est-ce que j'ai bien anticipé les problèmes qu'on va avoir dans 3 mois?
Ouais, il y a cette, voilà, c'est vraiment ce revers de médaille. Mais en même temps, tu l'aimes ou tu la quittes. C'est-à-dire que voilà, tu le fais ça. une fois, Ouais. tu t'es cramé et t'en veux plus, ou tu te dis non mais je suis prêt à payer le prix et je remets le couvert. Et j'ai fait plusieurs prods où je suis sorti en me disant plus jamais ça. Et 2 mois après, allez, on remet le coup. Quoi. Voilà. Et du coup, toi, ton rapport justement à ces contraintes qui sont sans doute très différentes parce que tu dois avoir rarement 10 millions d'euros à gérer. Ah ouais, non, jamais, j'ai jamais. Voilà. Tout simplement. Mais non, pour dire la vérité, même moi, c'est quelque chose même qui peut me faire arrêter de faire des films, c'est les questions de budget, parce que je trouve que ça coûte cher, que ça me fatigue quelque part tout ce truc. Alors, gagner ma vie comme ça, oui. Non, mais je veux dire, quand il y a beaucoup c'est vrai qu'un film, ça coûte très très cher. Même un petit film. Et c'est vrai que ça me pose la question dans des moments, voilà, sans faire de démagogie, mais dans des moments où il y a besoin, enfin, il y a des priorités, je sais pas, écologiques, plein d'autres, de mettre de l'argent là-dedans. Voilà, c'est une vraie question. Mais du coup, ben, ça a toujours. Ouais, en fait, c'est vraiment le budget, c'est quelque chose qui me fait chier parce que ça impose toutes les limites. Et c'est vrai qu'alors des fois avoir des limites c'est super bien, mais enfin ça crée aussi, tu vois, des clips comme on a fait là, la commande Olga Bost où il y a les jets de peinture. Au final, c'est elle qui a, enfin bref, elle a payé quasi de sa poche quand même un budget qui est de 5 000 ou 6 000 euros. Nous, voilà, donc c'est énorme pour une personne payer 5 000, 6 000 euros, enfin je veux dire. Et en même temps, pour nous, c'est pas grand-chose. Enfin, si tu veux, Gandivise, tout ça. Et en fait, ça nous a permis de faire des choses simples, c'est-à-dire des jets de peinture. Bah, au final, ce qui a coûté le plus cher, c'est la peinture, c'est de sacrifier de la peinture, quoi. Ça va très vite. Et non, mais je rigole. Mais et voilà, tu peux faire un truc très beau avec des choses très simples. Ça, c'est cool. Ça, c'est une belle. Les budgets pour ça, c'est cool. Ça peut te faire avoir plein de créativité sur des choses très simples. Et c'est vrai qu'en plus, je reparle de Jim Jarmusch et tout, mais tu vois, c'est des films finalement à très petit budget par rapport à Scorsese ou je sais pas qui. Tu vois, là, c'est vraiment... c'est fait avec des bouts de papier, c'est tout petit, c'est des petites scénettes. Et moi, je trouve ça magnifique de pouvoir faire ça. Enfin, d'avoir l'intelligence de faire des trucs... voilà. Après, voilà, je trouve que... C'est la limite de tout, donc c'est bien dommage quoi qu'on puisse pas faire les trucs gratuits. Non, mais puis même ça coûte beaucoup d'essence évidemment, ça coûte, je sais pas, tu vois, ne serait-ce que bouger une équipe. Donc c'est pour ça que je me dis des fois faire des chansons ou même écrire des poèmes. Enfin, si tu as besoin absolument de faire quelque chose pour transmettre des émotions, des fois je me dis putain le film c'est très gros quoi. Et en plus, pour revenir aussi sur le jeu, enfin, tu vois, c'est quand même aussi des métiers où enfin, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais il y a beaucoup d'hommes blancs. Dès qu'il y a de la thune, il y a quand même, c'est des gens qui ont déjà de l'argent, qui sont déjà privilégiés. Et du coup, tu n'as pas beaucoup de mélange, de mixité. Et moi, j'aime bien la mixité personnellement. Et du coup, bah, c'est aussi ça qui est chiant avec ces métiers-là, c'est que du coup, tu étais très dans des petites sphères. Voilà, ça a à voir avec le budget. Hein, non, mais ouais, tu résumes bien, c'est vraiment un microcosme. Mais nous, on s'arrache les cheveux en ce moment, on est en train de recruter une équipe pour un nouveau studio. Et on est parti avec le double rêve de se dire on va avoir une équipe internationale, multiculturelle, et on a une équipe équilibrée en termes de genre. C'est dur. Il y a très peu de femmes dans le jeu vidéo, c'est très dur de recruter à l'international. Il y a des barrières à tous les niveaux qui font que c'est extrêmement dur d'avoir ça. On sait que ça fera un meilleur jeu. On sait qu'une équipe plus diverse fait un meilleur jeu. Les stats qui sont sortis le prouvent. Pareil sur les tournages. Ta qualité augmente si tu arrives à avoir une équipe plus diverse. Mais il n'y a pas de génération spontanée. Malheureusement, il y a peu de femmes dans l'industrie parce que peu d'accès aux métiers scientifiques ou artistiques. Voilà, il y a plein de blocages qui ont été mis en amont qui ont empêché les femmes d'accéder à ça. Et du coup, l'industrie rame beaucoup pour ça. Et heureusement, les choses sont en train de s'améliorer. Heureusement, les femmes s'intéressent aux métiers scientifiques, aux métiers artistiques. Et l'industrie elle-même devient plus inclusive.
on part de très loin. Le jeu vidéo est vraiment très longtemps une culture misogyne. On l'a vu récemment, il y a plein de dramas. Encore. Ouais, merci de le dire. Encore, t'as raison. On n'en est pas sorti, hein, c'est clair. Les choses s'améliorent petit à petit, mais c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui m'a toujours attristé dans l'industrie du jeu vidéo, quoi. Et les tournages, je pense que malheureusement. Après, non, on n'est pas non plus. Enfin, sur les tournages. Mais là, je parle sur mes petits tournages. Quand t'as un petit niveau, ça va. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà tout ce que ça amène l'argent et voilà tout ce que. Merde, j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais tout ça pour. Je voulais quand même rebondir. Je ne vais pas arrêter de faire des films pour autant parce que c'est une nécessité. Quand tu fais un film, c'est vraiment que tu en as envie. Donc voilà. Mais je me pose la question plus sur pourquoi. Enfin, si j'ai un budget, je vais faire un truc vraiment très précis. Enfin, j'ai pas envie de faire des petites conneries ou machin. C'est même pour ça que peut-être là, je suis plus en train de viser un long métrage qu'un court métrage pour plein de raisons. Mais bon, ça c'est dans ma tête. Mais ce que je veux dire, c'est voilà, je trouve que quitte à faire quelque chose, autant, tu vois, pas dépenser pour rien. Et l'autre chose que je voulais dire, qui était importante par rapport au budget, que j'ai bien oublié, mais c'était hyper important. Non, c'est que du coup, ça devient un paradoxe. Tu dois cocher des cases au CNC, c'est ça qui est important aussi. C'est que après, tu tombes dans un truc où, par exemple, il faut parler de racisme. Ça se fait beaucoup, tu vois. Dans les courts-métrages, il faut parler de racisme. Moi, je suis chaud pour parler de racisme. Mais par contre, tu vois, c'est très premier degré tout ce qui se fait. C'est très, si tu sais pas expliquer très clairement, machin, et ça me gave. Et t'as pas, du coup, si t'as pas coché la case très très clair, très très informatif, on dirait des pubs faites par l'éducation nationale des fois. Non mais j'abuse un peu. Ouais, non, mais si, carrément. Mais tu vois, et je trouve ça dommage parce que du coup c'est de l'argent foutu en l'air pour un film qui enfonce une porte ouverte, alors que tu pourrais faire des fables, voilà, et que bien sûr le sujet, notamment du racisme, il pourrait être traité de façon un peu plus subtile, quoi. Voilà, je dis ça, et donc. Voilà, je trouve que c'est aussi. Et ça a à voir avec cocher des cases, parce que les productions, à mon petit niveau, je vois qu'elles veulent cocher des cases pour avoir l'argent, pour que le CNC accepte de machin. Donc, si tu fais un film sur une prostituée, un mec qui peut pas bander, ils vont dire attends, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors que moi, l'histoire, c'est quoi? C'est l'histoire d'un amour impossible, c'est l'histoire de quelqu'un qui se dépasse. Et même si vous voyez la fin du film, c'est l'histoire de trouver l'amour d'une certaine manière, donc, et une liberté. Donc, je veux dire, le sujet, et une émancipation. Du coup, le sujet, c'est l'émancipation. Et, voilà. Sauf que je ne veux pas dire l'émancipation, c'est là, il y a un film qui est sorti pour la énième fois en français, où c'est une femme arabe d'origine maghrébine, qui devient chef d'orchestre. C'est super beau, tu vois. Mais ça fait 50 fois qu'on le voit, ce film, mon pote. Donc là, tu parles d'un film qui vient de sortir. Oui, je suis désolé. Non, mais je prends cet exemple. Mais voilà, et pour moi, il n'y a pas de. Ça pourrait être bien plus fort. En fait, de ce sujet. Du coup, justement, fort. À mon avis, ce qui est intéressant là-dedans, et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, c'est qu'effectivement, une grosse différence entre le financement de la création cinématographique ou de la création jeux vidéo, j'ai l'impression, c'est que le cinéma, en tous les cas en France, est très. Structuré par le système à la française, avec le CNC, les commissions, et effectivement l'un des travers que tu pointes, qui est majeur et qui est très important, et qui joue dans la perception du cinéma français qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est effectivement ce rapport un peu éducation citoyenne, voilà, ce truc où il faut cocher des cases. J'ai l'impression que le jeu vidéo ne se finance absolument pas de cette manière-là, et du coup, est-ce qu'il y a quand même cette idée qu'il faut coller à un certain nombre de thématiques un peu obligatoires, et des fois un peu bateau, comme tu dis, parce que c'est des thématiques qui sont chouettes, mais qu'on nous oblige des fois à traiter un peu de manière bateau dans le cinéma. Alors, je vais répondre à la première question et je vais enchaîner sur la deuxième. Mais nous, le financement, quand même, on est quand même pas mal aidé par le CNC, Média, FAJV, CJV, etc. Surtout pour booter les projets. Là, je trouve qu'il y a des super aides de l'État qui aident à financer des pré-prod, des protos. Et je pense qu'il y a plein de jeux qui seraient vraiment pas sortis de terre s'il n'y avait pas eu ces aides. Donc là-dessus, on est quand même beaucoup aidé. Par contre, dès qu'on franchit un certain cap de budget, qui peut être, en général, c'est en dessous d'1 million. Hein, donc à partir de quelques centaines de milliers, les gens passent 100 000 euros dans la poche. Hein, donc là, il faut trouver un éditeur. Même si tu as récupéré 50 000 au début d'aide, il faut mettre les 50 au bout, plus les 30 ou les 40 pour l'édition du jeu. Et là, il faut se tourner vers un éditeur. Et là, on tombe sur une structure qui est vraiment bien établie, où il y a des éditeurs qui vont aider à financer les jeux et qui vont éditer et distribuer les jeux. Ça, c'est un modèle qui est très classique. Forcément, plus ton jeu coûte cher, plus c'est difficile de trouver un éditeur.
le CNC et compagnie, toutes les aides qu'on peut avoir, nous, le jeu vidéo, on est quand même plutôt épargné. C'est-à-dire qu'on nous demande effectivement de faire attention à ce qu'on raconte, mais on a moins de cases à cocher. On nous demande plus de faire de la création française, par exemple, de bosser avec des partenaires français. On nous demande effectivement au niveau du rating de faire attention. Par exemple, pour obtenir CNC, je crois qu'il faut être au moins en dessous de 16+. Donc tu peux pas faire un truc. Est-ce que tu peux sous-titrer là? Parce que moi, j'ai Okay, pas compris. Pardon. Pour avoir un certain type d'aide, tu ne peux pas bénéficier de cette aide si tu fais un jeu qui va être classé dans le classification d'âge au-dessus de 16 ans. Sous-entendu, souvent sexe ou violence. Donc ça te force à faire un jeu qui soit light en termes de violence ou light en termes de sexe. Alors le sexe, il n'y a pas trop en jeu vidéo, mais c'est surtout sur la violence. Donc tout ce qui est démembrement, etc., tu sais que si c'est le thème de ton jeu, rigole pas, il y en a. Dead Space, tu n'auras pas un sensei, tu n'auras pas une aide. Donc voilà. Mais c'est globalement, nous, je pense qu'on est quand même plus libre. J'ai le sentiment, en tout cas, quand je compare, qu'on est quand même un petit peu plus libre sur ce qu'on fait. Ouais. Après, j'aimerais juste rajouter quelque chose, peut-être plus du point de vue, tu parlais que c'était plus difficile de trouver un éditeur quand on avait un gros budget. C'est aussi difficile de trouver un éditeur quand on a un petit budget. Parce que tu as des éditeurs qui vont s'intéresser à ta prod qu'à partir de 1 million, par exemple. Ouais. Mais les prods qui arrivent à 1 million, c'est des studios qui sont déjà bien installés en général. Donc pour arriver à ça, d'abord, il faut passer par des prods à 200, 400, 500. Et là, c'est une plaie. Oui, parce que c'est la pyramide. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui font des jeux pas chers. Et donc forcément, se différencier du lot quand tu fais un jeu pas cher, c'est hyper dur. Je ne sais plus les stats, mais c'est plus de 1000 jeux par jour qui sortent sur Steam aujourd'hui. Par jour, on parle de 1000. C'est des volumes de jeux, juste sur Steam. Hein, donc c'est des volumes atomiques. Donc c'est extrêmement dur de se faire... Donc ça, c'est ceux qui ont été édités. Ou qui se sont auto-édités, mais qui ont eu en tout cas les fonds pour finir leur production. Donc on parle de gens qui ont mis quand même un peu de blé de leur poche, quoi. Donc ouais, c'est très 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 difficile. Après, c'est vrai que j'ai eu un peu souvent cette frustration dans ma carrière, c'est que soit on faisait un jeu pas assez cher, soit on faisait un jeu trop cher. Et forcément, tu parles à des acteurs, et ils disent non, nous là, en dessous de 2 millions, on prend pas. Et là, mince. Et puis tu vas en voir un autre, et puis il va te dire non, nous là, c'est 300K max. Donc il y a un peu des fenêtres aussi. Il y a un peu des fenêtres de budget en fonction des éditeurs, en fonction du marché. En fonction de la cible et de la capacité qu'on projette au jeu d'atteindre sur ce type de marché, ce type de jeu, ce type de public, cette fenêtre de lancement. Forcément, si tu sors à Noël, ça va pas faire les mêmes ventes que si tu sors en août. Tu sors pas en août en général, sauf accident. Et, voilà. Et après sur le budget, c'est marrant parce que on n'a pas parlé tous les deux, parce que je pense qu'on en a horreur, mais il faut en parler. D'ailleurs, tu l'as très bien fait sur. En fait, on est un peu les premiers commerciaux du jeu. Moi, je me sens un peu sale. À cause de ça. Mais j'assume maintenant, je sais que c'est mon métier, ça fait partie du job, mais c'est vrai que c'est une partie aussi, on s'imagine directeur créatif, on fume des pétards dans des canapés à écrire des scénarios de jeu. On fait ça aussi. Mais il faut aussi qu'on aille vendre le jeu, on est le premier commercial du jeu, donc il faut aussi qu'on aille pitcher notre jeu, vendre notre jeu, expliquer notre jeu, discuter avec les éditeurs, distribuer avec les commerciaux, avec les marketing, avec ceux qui réalisent les trailers, avec tous ceux qui vont être impliqués dans le succès final du produit, parce qu'on fait un jeu, mais c'est avant tout un produit, en fait ça se vend à la fin, sinon on ne ferait pas ce truc-là. Si quelqu'un nous file 2 millions, c'est parce qu'il espère en récupérer 4, sinon il ne filerait pas 2 millions. Et donc, ce mec qui espère en récupérer 4, toute son équipe, il faut lui expliquer comment est-ce qu'il peut activer ce levier et comment on va réussir à vendre ce jeu, etc. Et je sais que c'est je pense que 20% de mon temps, entre 10 et 20% de mon temps, je le passe à ça. Voilà, juste, je fais cette évangélisation. Alors moi, j'essaie de vendre ma vision, ma promesse et d'expliquer pourquoi je pense que ça peut se vendre, quel levier on peut activer. Et j'ai fait des prods. Que je ne citerai pas, où on avait des idées, on s'est dit ouais, ça c'est trop bien, on pense que le jeu, le market, la com, il faut l'axer là-dessus. Et l'éditeur s'est dit ouais, ok, on revient vers vous. Et puis on a vu arriver des trucs où eux ont pris un angle complètement différent du nôtre. Ils ont certains éléments, ils ont bien aimé dans le jeu, ils se sont dit voilà, ça va bien se vendre. Et ils ont activé ces leviers-là dans la communication, dans le marketing, dans l'image du jeu. Et nous, on a vu passer le truc en se disant on l'aurait pas fait comme ça. En fait, c'est pas ça qu'on a fait, nous. En fait, vous avez fait un petit montage joli, mais c'est pas ça qu'on a fait. Avec les montages, tu peux raconter n'importe quelle histoire. Comme les mauvaises bandes-annonces d'un film où tu as toutes les blagues d'un coup. Mais là et du coup, le film se viande. Exactement. Parce que les gens sont dégoûtés d'avoir vu le best-of dans la bande-annonce. Mais ça va dans les deux sens. Et il faut bien le reconnaître. Bien sûr. Des fois, ils ont raison. Ils connaissent leur métier. Ils savent comment vendre un jeu mieux que moi. Parce que moi, je sais le faire, mais je sais pas bien le vendre.
Et donc en fait, des fois, je pense qu'il y a certains jeux qui ont été mieux vendus en n'écoutant pas forcément la vision des directeurs créa et en prenant un axe un peu plus. Ok, on va le vendre nous comme ça parce qu'on pense que comme ça va parler aux gens et comme ça va se vendre. Que si on avait écouté le directeur créa. Donc c'est pas forcément. Non, bien sûr. C'était pour aller dans ton sens, mais tu as raison. Dans un sens, ça marche, des fois ça. Exactement. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais il faut pas voir le diable non plus que là-dedans. C'est plus. Et qu'en tout cas, je pense que c'est très juste. Effectivement, le réalisateur, à partir du moment où vous êtes dans des industries de niveaux différents, mais malgré tout, le cinéma et le jeu vidéo, c'est ça aussi, c'est ce truc un peu impur entre créatif et quand même industrie. Et ben ça fait que les créateurs, au contraire des poètes, par exemple, sont aussi un peu obligés d'être dans un jeu un peu sale, comme tu dis, il faut réussir un peu à se vendre, ou il faut trouver des gens qui sont prêts à te vendre toi. Enfin voilà, il y a ce rapport-là, quoi, qui est assez étrange. Après, moi, je dis pas l'argent est sale et tout. C'est pas ce que je veux pas aller dans cet extrême non plus, mais c'est simplement ça. Si tu veux faire un film bien. C'est pas forcément les trucs que eux ils imaginent. Enfin, on voit bien ce que fait France 2, France 3. Enfin, tu vois, il y a aucune imagination. Il y a sur les séries qui balancent et tout. On dirait que c'est fait pour des attardés, quoi. Enfin, vraiment. Et tu te dis, mais qui est-ce qui a décidé ça, quoi. Donc voilà, c'est tout. C'est pas. Et je pense qu'ils prennent. Mais avoir sa singularité, c'est compliqué parce qu'il faut trouver le chemin qui va te faire quand même qu'à un moment tu vas trouver le budget minimal pour faire le film à peu près au niveau de tes ambitions. Mais voilà, mais après tu vois des Léos Carax carrément là sont à net là et c'est des Américains qui l'ont produit. C'est-à-dire que, enfin bon, je vais pas crier. Vous avez compris l'idée, mais ce que je veux dire, je trouve ça fou qu'on ait des mecs top comme ça, français, tout ça. Enfin, je dis pas. Mais tu vois, on pourrait faire plein de trucs géniaux et c'est vrai qu'on est tout le temps sur un problème, il faut que ça marche, donc tu vois, et puis même des fois ils se gourent parce que leur Astérix et Obélix qu'ils ont, il fallait un mec qui a eu des Oscars, qui machin, c'est vraiment comme ça qu'ils l'ont recruté, Guillaume Canet. Un mec qui a eu des Oscars, qui est réel, qui est comédien, machin, il fallait cocher toutes ces cases pour au final faire, je l'ai pas vu, mais j'imagine bien que c'est pas un chef-d'œuvre du cinéma français. Mais il y a une corrélation linéaire entre le budget et ta capacité à mettre de ton âme en tant que réalisateur dans ton produit. Et effectivement, quand tu es poète et que tu fais ton truc tout seul, tu parles toi personnellement de ton truc, tu es sans contraintes financières, business, et plus tu augmentes le budget, plus que tu as envie d'y mettre, tu sais qu'il va falloir le mitiger, je ne vais pas dire corrompre, avec toutes les contraintes de l'industrie qui font qu'à la fin, il faut que ça rapporte. Voilà. Donc au final, la créativité dans le jeu vidéo, elle est belle. On a plein de studios qui créent de beaux jeux, mais il faut que ce soit des jeux qui se vendent. Et c'est là que la créativité a ses limites. Mais en même temps, moi personnellement, en fait, je le prends comme un jeu. En fait. Pour moi, c'est le jeu du métier. C'est d'arriver à trouver le sweet spot où tu arrives à concevoir un produit, où tu mets ton âme, où tu vas faire un truc fun et où tu fais quelque chose qui va toucher les gens. Mais à la fin, en fait, moi, je veux quand même que mon métier il soit pérenne. C'est-à-dire que je veux pas être au chômage demain à la fin de mon jeu. Oui, c'est pas juste une passion qui rapporte nada. Ouais, non, exactement. Il faut construire l'industrie. Moi, je fais partie des gens qui veulent construire l'industrie. Moi, je veux faire ce métier demain. Je veux que mes enfants aient la chance de faire ce métier demain. Je veux qu'il y ait des jeux vidéo dans 100 ans. Et donc, ça fait partie aussi de mon métier de trouver des idées justement qui soient à la fois belles créativement, mais qui soient à la fois rentables pour que l'industrie soit pérenne. Sinon, l'industrie, moi, je vais m'éclater sur une grosse prod. Je vais emmener la voiture dans le mur. Je me serais fait plaisir, je perds mon boulot, et l'industrie, elle va dans le mur. Enfin, en tout cas, ma boîte va dans le mur, et l'industrie, si tout le monde fait ça, va dans le mur aussi. Donc, ce jeu, il faut l'embrasser, en fait. Sinon, tu peux pas bosser là-dedans. J'espère que l'industrie va pas aller vers les NFT et les métaverses, parce que sinon... J'espère aussi. On a pris un parti pris ici. Mon cœur saigne. Alors, on a un petit peu... c'est bien, on a eu beaucoup de choses à dire. On va avancer. J'aimerais bien qu'on termine avec la dernière question. Parce qu'au final, on a un peu couvert tous les sujets, effectivement. Juste une question, est-ce qu'à l'avenir, vous auriez peut-être une idée ou des désirs de croiser le jeu vidéo et le cinéma ? Selon vous, ça peut être un concept, ça peut être une idée, ça peut être n'importe quoi. Quelque chose que vous voudriez partager aujourd'hui. Et du coup, on vous laisse 2-3 secondes de réflexion sur cette vaste question. Mais juste pour vous dire qu'après, du coup, vous pourrez aussi poser des questions. On a oublié de vous le dire au début. Mais du coup, voilà, vous laissez un peu parler là-dessus. Et puis après, vous pourrez vous-même poser des questions en complément ou réagir aussi sur des choses qui ont été dites. Alors, du coup, est-ce qu'il y a des croisements qui vous intéressent à tous les niveaux, entre le jeu vidéo et le cinéma, ou définitivement, il faut les séparer, comme tu l'as un peu dit à un moment
Bah déjà, je crois que ça se ressemble de plus en plus par son aspect. Déjà, il y a beaucoup de scènes cinématiques et tout. Avant, il n'y avait pas ça quand j'étais enfant. Bon. Mais au-delà de ça, moi, c'est vrai que oui, pour faire très court, j'ai une idée qui vient pas de moi, hein, c'est pas un secret. C'est vrai que les films à choix multiples, donc ça, en fait, voilà. Après, les films à choix multiples, ouais, c'est un truc qui pourrait me botter quoi, de faire. Après, je sais que justement, vu qu'il y a plein de choix, ça voudrait dire tourner plein de films. Donc évidemment ça... Et d'en voir qu'une partie. Voilà. Et puis du coup ça coûterait cher aussi, machin. Mais en tout cas, l'idée de ça, ou alors il y a aussi une autre idée qui serait de faire des films. Alors, c'est pas vraiment du jeu vidéo, mais parce que dans le jeu vidéo, ce qui caractérise le jeu vidéo pour moi, là, rapidement, c'est que tu es le héros de ton histoire. Voilà. C'est comme ça que je vais le résumer. Ce qui n'est pas le cas d'un film. C'est vrai que... Bon, je pense que c'est le rêve de n'importe quelle personne qui a vu un film. Des fois, c'est de vouloir être le héros du film, quoi, tu vois. Et ben, ouais, du coup, on cherche tous à faire ça. Et donc, le truc à choix multiples, c'est une possibilité. Ou sinon, aussi, demander à des gens, là, je pensais aussi sur des réseaux sociaux ou je ne sais quoi, tu vois, qui construisent le film en même temps qu'il se fait. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils deviennent auteurs du film. Mais alors après à mettre en œuvre mais je pense que c'est possible et ça pour le coup je trouve ça assez excitant de se dire que ça démocratise aussi ça, voilà. Donc je sais pas si on peut appeler ça du jeu vidéo, mais c'est en tout cas devenir son propre En tous les cas, c'est sûr que l'arrivée massive du jeu vidéo depuis maintenant pas mal d'années réinterroge assez fortement le médium cinéma, puisque le médium cinéma, l'idée c'est d'être au spectacle et donc d'être dans aucunement d'interaction directe, mais d'être plutôt dans je découvre quelque chose. Après, il y a des phénomènes d'identification et tout ça qui fait que malgré tout ça se mélange. Mais effectivement, le cinéma se pose cette question de l'interaction après que le jeu vidéo soit arrivé avec toutes ses capacités hyper fortes, quoi. Ça me fait penser à un épisode de Black Mirror qui est sorti sur Netflix. Ouais, voilà, un épisode ça, interactif, on pouvait avoir plusieurs choix. Ouais. Mais apparemment, toi, tu m'avais parlé aussi sur Arte. Là, il y a eu pendant les élections un truc. Alors là, c'était plutôt sur les questions du direct, mais où effectivement, ça interagissait avec le direct, ce qui est une autre manière d'interagir. En fait, c'est pendant le premier tour des élections présidentielles. Sur Arte, de 19h à 20h, on suivait une fiction qui avait été écrite en amont, mais qui s'est réellement tournée et qui a été diffusée en direct. C'est absolument incroyable. Ça s'appelle Jour de gloire. Vraiment, moi, je ne l'ai même pas vu en direct, parce que on avait une soirée électorale ici, mais du coup, je l'ai vu 2 ou 3 jours après. Et quand bien même on le voit 2 ou 3 jours après, on a quand même cette sensation que ça a été fait en direct. C'est assez fascinant. Et là, je pense que là, il y a un énorme futur de la télé de ce côté-là. Donc, c'est pas de l'interaction avec le spectateur, mais l'interaction avec le direct, c'est déjà quelque chose. Je pense que c'est une autre manière de jouer là-dessus. Oui, moi, jeux vidéo, c'est pas je pense pas qu'un jour, enfin, si c'est possible, mais c'est pas forcément d'être jeu vidéo. Mais en tout cas que le cinéma évolue d'une manière plus interactive, c'est fascinant. Enfin voilà. Ouais, c'est ça. Il y a presque une obligation, quoi. Ouais. Du coup, de ton côté, ouais, je rebondis juste parce que moi j'ai fait beaucoup de jeux avec embranchement multiple avec des dizaines de milliers de fins possibles en fonction des embranchements si on prend toutes les combinaisons. Et effectivement, pour 20 heures de jeu, on produisait des fois jusqu'à 70 heures de contenu. Et ça, les producteurs ne sont pas prêts. Parce qu'en fait, le jeu, il coûte 70 heures. Mais le joueur, il va consommer 20. Et c'est dur à vendre. C'est dur à vendre. Sur la finance. Et moi, moi, je pense pas. Surtout parce que je l'ai beaucoup fait au début. J'ai beaucoup fait ça dans le début de ma carrière parce que forcément un petit peu inspiré par le film, par ce média dans lequel j'ai grandi même avant le jeu vidéo, parce que je regardais des films avant de jouer aux jeux vidéo. Et aujourd'hui, je m'en détache de plus en plus en me disant, en fait, non, faut pas. Justement, le film, alors, il va évoluer vers autre chose qui est pour moi plus du film, justement, mais peut-être ce nouveau média un peu hybride qui peut être génial. Non, pour moi, le jeu vidéo, justement, il doit s'en éloigner le plus possible. Et tous les jeux vidéo où il y a beaucoup de cutscenes, où il y a beaucoup... Alors, je sais que ça fait bizarre de la part d'un gars qui a fait ça, mais aujourd'hui, je trouve que c'est un peu une aberration. Surtout les cutscenes qui prennent la main, les cutscenes non interactives, les fameuses, qu'on retrouve dans beaucoup de jeux. C'est pour moi vraiment un détournement du média. Toute la force du média, c'est d'interagir avec, et de plus en plus, on s'est mis à retirer le contrôle du joueur pour lui faire vivre les scènes, des fois même les meilleures scènes du jeu, sont des scènes non interactives.
Et pour moi, c'est un niveau d'absurdité que aujourd'hui, j'observe en me disant non, mais l'industrie, elle s'est plantée. C'est vrai que je me demande qui aime d'ailleurs les scènes de cinématique dans les jeux. Vraiment, parce que tu sais, quand c'est très long et tout. Les discuter. Bah ouais, personne regarde ça facilement. Moi, j'aime bien. Si, toi. Il y en a un. Il y en a un, c'est vrai. Non, mais t'adores ça. Tu te dis, ah putain, chouette, j'ai envie d'atteindre cette scène cinématique. Dans Final Fantasy, il y a des Final Fantasy, les cutscenes, c'est les meilleurs. Non, il y a des super et il y a des joueurs qui adorent. Non, il y a des joueurs qui aiment ça quand même. C'est juste moi perso en tant que créateur ce que j'ai envie de faire. Alors, ça va être à vous. Juste, il faut Robin. Normalement, il y a un des potards qu'il va falloir que tu allumes pour que le micro achève. Parce que du coup, comme il y a une captation audiovisuelle pour qu'on entende bien vos questions, ça doit être. Allô, ça marche. Ok, très bien. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions, des réactions par rapport à tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant? Alors, nous en avons 2. Et ben, je vais faire le porteur de micro. Et ben, c'est parti, j'en vois 3. Et ok. Et ben, très bien. Et ben, je vais là-bas. Ah, je peux le faire avec ça, c'est trop bien. J'ai l'impression d'être à la télé. Bonsoir, merci beaucoup. Je vais recycler mes questions comme à chaque fois. Est-ce que pour nos 2 invités, est-ce que vous avez un choix que vous avez dû faire dans votre carrière, un choix qui est suffisamment mémorable pour être raconté ce soir, en bien ou en mal, bien sûr? Une décision que vous avez prise, quelque chose que vous avez fait qui mérite d'être raconté. Merci. J'ai pas d'idée comme ça, mais après, tous les choix sont... non, mais je sais pas, je vous ai raconté la petite anecdote du... Voilà, ça pourrait en être une. Sinon, comme ça, non, j'ai pas. Ouais, je pense à une sur The Council, donc, qui était un jeu narratif qu'on a fait à Bordeaux, là, chez Big Bad Wolf. Beaucoup de contenu, beaucoup d'embranchements. Il y a un moment, je me souviens, on s'est retrouvé en réunion avec Thomas, donc co-directeur créatif. Et il y avait toute une portion du jeu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on travaillait quand même un peu dans notre coin, même si c'est un projet une vingtaine de personnes. En fait, l'équipe créative sait vraiment ce qu'elle fait, mais sur ces tailles d'équipe-là, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui supervise hors de l'équipe pour regarder au détail ce qu'on fait. Donc on est quand même relativement libre créativement, ce qui est d'ailleurs super cool. Et je me souviens de cette réunion, on s'est dit, bon, bah, ça va pas rentrer. On avait prévu beaucoup trop large. Et on s'est dit, bon, bah là, on était en pré-prod. On va mettre un coup de hache là, dans le jeu. Je crois qu'on a viré un tiers du jeu. Donc un truc que tu peux pas vraiment faire au cinéma, quoi. On a viré un bon gros tiers du jeu en se disant, bon, bah, c'est juste avant le début de la prod. Gros coup de marteau. C'est évidemment la meilleure décision qu'on a prise, hein, parce que le jeu sinon ne serait pas du tout sorti dans l'état dans lequel il est sorti. Mais c'est vrai que c'était. Je le regarde de l'extérieur aujourd'hui en me disant, ouais, c'est vrai qu'on avait quand même, on était quand même en capacité, et avec l'expérience et la lucidité, de se dire, bon bah là, ouais, on a été vraiment gourmand, mais ça a eu un impact profond parce que forcément sur un jeu narratif avec tout qui est interconnecté, c'est dur à lâcher. Hein, j'ai l'impression. C'est dur sur le moment. Après, ça fait du bien. Quand on arrive un an plus tard et qu'on se dit, oh là là, mais donc heureusement qu'on a coupé tout ça au début. Et là, ça fait du bien. Mais sur le moment, ouais, ça fait mal parce que c'est des personnages qu'on a sacrifiés, c'est toute une trame narrative, enfin, plusieurs trames narratives qu'on a dû couper, des trames narratives qu'on avait passé du temps à développer, qu'on avait écrit, qu'on avait réécrit, qu'on avait brainstormé, qu'on avait partagé avec les équipes. On avait déjà fait une préconception, on avait prévu les levels qui allaient avec, les personnages, les customisations. Enfin voilà, ouais, forcément, il y a un package, quoi. Et donc, ouais, ce gros coup, des fois, il y a des coups de hache à mettre qui sont très douloureux. Ouais. Si, j'ai un petit truc quand même. Non, mais je pensais, nous, quand on souvent des petits films là comme ça, sur tous les trucs autoproduits ou voilà, on fait des trucs un peu interdits. Tu sais, des fois, on n'a pas d'autorisation, on se retrouve. Et donc, il y a eu une fois pour le truc sur le cauchemar Covid là, je voulais filmer des usines, donc vers Faisin. Et puis je vois, j'entre dans un portail, par un portail avec mon pote chef op. Et puis il y avait écrit 5 000 € d'amende si vous entrez dans cet endroit, machin et tout. Puis je me suis dit, c'est bon, on reste 2 secondes et tout. En fait, on était passé derrière un camion. Et ce gros méchant de camion, il nous a vus. Je sais pas, ça lui a foutu trop les boules qu'on passe derrière lui. Du coup, il est reparti discretos. On l'a pas vu partir, on était en train de filmer. Et il nous a coincé à l'intérieur de l'enceinte, enfin d'une décharge, quoi, tu vois. Donc j'étais bloqué dans la décharge avec ma bagnole, et les caméras et tout. Donc je pouvais pas partir juste par-dessus le truc parce qu'il y avait la bagnole qui était dedans.
Et puis du coup, j'étais derrière la barrière, je voyais des gens passer, je leur disais, vous pouvez pas m'aider à ouvrir la barrière et tout, est-ce qu'il y a un truc? Et puis les mecs, ils me voyaient en fait, ils me voyaient et à côté, il y avait le panneau écrit 5 000 € d'amende, risque de prison et tout. Ils me disaient, t'es fou et tout. Je suis resté 2 heures enfermé dans ce truc. Hein. J'étais au bout de ma vie, tu sais. Puis mon pote, il était passé par-dessus pour aller demander de l'aide. Bah oui, parce que c'était un truc de la SNCF. Donc on était allé voir... il y avait une gare pas loin, enfin c'était la gare de Fezin, je crois. Donc il est allé voir dedans, évidemment, maintenant il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne dans les gares maintenant. Donc voilà, mais en plus on pensait qu'on allait se faire tailler, quoi. Donc on flippait, mais lui il était parti, moi j'étais solo. Et à un moment, il y a un train des années 20, vraiment, je déconne pas, c'est un vieux train, je sais pas, qui arrive avec une locomotive, il ouvre le portillon, là, un des autres portails qui était à l'opposé. Et là, j'ai pris ma bagnole, donc c'était une décharge. Tu sais, la bagnole, je tapais de partout avec les caméras et tout pour essayer de passer avant qu'il referme le portail, parce que je sais pas ce qu'il faisait avec ses wagons, il les passait de... Bon, bref. Donc voilà, et on est rentré de ce tournage. En gros, on devait finir le tournage, c'était le matin, on devait arrêter à midi, tu vois, et puis je suis arrivé à 16h. Voilà, enfin ouais, je suis resté 3-4 heures et j'avais pas bouffé, j'étais au bout, et voilà. Petite anecdote rigolote, quoi. Alors, je crois qu'il y avait d'autres mains. Ouais. Alors moi j'ai une question un peu plus centrée sur le jeu vidéo. Vous aviez dit plutôt que les prods n'étaient pas prêtes entre guillemets pour des productions qui avaient un temps fini extrêmement inférieur par rapport au temps produit. Est-ce que vous auriez donc une vision un peu de comment le jeu vidéo va peut-être se séparer du cinéma au fur et à mesure, peut-être pour aller sur quelque chose de procédural? Je ne sais pas trop si vous avez une vision un petit peu... Tu veux dire faire des prods beaucoup plus courtes? Non, c'est une question plus générale sur comment est-ce que le jeu vidéo va évoluer, si notamment il se sépare du cinéma. Bonne question. Alors je pense quand même que les courants qui sont installés, ils sont forts. Je ne pense pas qu'ils disparaissent du jour au lendemain. Je pense que des jeux avec beaucoup de cinématiques, qui s'inspirent beaucoup du cinéma, ça se vend. Et on va continuer à en voir. Hein. Les GTA, voilà, c'est un jeu mieux vendu chaque année. Hein. Et c'est bourré de cutscenes non interactives. Donc on va continuer à en voir pendant encore longtemps. Tu parlais de génération procédurale, d'IA, etc. On parle beaucoup d'IA en ce moment. C'est un peu tous les investissements là-dedans vont là-dedans en ce moment, sur ce qui est la Gen AI, donc la génération automatisée, enfin en tout cas assistée par intelligence artificielle. Nous, on est sensible dans le jeu vidéo parce qu'on est un peu au croisement de la tech et de l'art, donc forcément ça nous parle beaucoup. Aujourd'hui, je suis pas sûr que peut-être l'IA va servir à produire plus vite, mais il faut quand même quelqu'un avec des idées, il faut quelqu'un d'original. En fait, faire des clones plus vite, oui, l'IA va aider à faire des clones plus vite. Faire des prods plus vite, oui, l'IA va aider à faire des prods un peu plus vite, mais finalement, dès que tu veux faire quelque chose d'original, quelque chose de nouveau, un gameplay qui n'a pas été vu, ce qu'on appelle un élément différenciant dans le marketing, hein, quelque chose qui va vendre du coup, parce que faire des clones, ça vend pas. Il faut quand même suffisamment de différence pour que ça se vende. Bah ça prend du temps, parce qu'il faut de la créa, il faut de la recherche, il faut voir si c'est fun, il faut tester sur des joueurs, il faut retester sur des joueurs, il faut équilibrer. Ça prend un temps qui est difficilement compressible. On essaye de le compresser en permanence, mais je pense que cette industrie, comme elle est très connectée à la technique, et tu me diras, le cinéma, c'est aussi le cas, mais à moins qu'ils se mettent à se développer des expériences beaucoup, beaucoup plus courtes, mais qui sont dures à monétiser, parce que forcément, comment vendre une expérience de 2 minutes? Comment monétiser une expérience de 2 minutes? Alors peut-être avec de la publicité, peut-être qu'il y a d'autres moyens de monétiser, peut-être des modèles qui vont apparaître là-dessus, mais voilà, à moins qu'avoir des expériences extrêmement courtes, et même faire une expérience de 2 minutes qui soit justement novatrice, en fait, voilà, peut-être ça aidera mieux à exprimer mon propos. Faire la démo, donc cette vertical slice, donc imaginez un gâteau, vous coupez une part, une petite part, toute petite part sur un gros gâteau rond, une toute petite part, et ben ça coûte la moitié du budget d'une prod. Voilà. C'est hyper coûteux d'avoir quelque chose de démonstratif sur les différents éléments, le son, l'audio, les personnages, les 3D, l'anime, le rigging, etc. Et donc même faire un jeu plus court, ça coûtera, dès que tu veux de l'innovation, ça coûte très cher et c'est quand même très long. La moitié de la prod, quasiment en budget et en temps, est consacrée à faire juste un 15 minutes de jeu. Et après, faire les 20 heures qui viennent derrière, c'est la deuxième moitié de la prod. Ça paraît bizarre, par exemple, le cinéma, c'est pas du tout ça. En fait, alors forcément, tu as des scènes qui coûtent plus cher et qui sont plus longues à tourner, mais il y a une corrélation qui est un peu plus linéaire entre chaque. Là, vraiment, nous, on a créé une nouvelle expérience, ça coûte un rein.
Alors, est-ce qu'il y aurait encore une ou deux questions? Eh ben, j'en ai 2, 3. Ben, il y en aura 3. Très bien. Moi, je me posais la question, du coup, parce que les noms des postes dont vous avez parlé, j'ai l'impression que oui, le nom des gens dans les productions, c'est les mêmes quelle que soit la taille de la production. Mais est-ce que les métiers sont vraiment les mêmes? Un directeur artistique, est-ce qu'il va faire la même chose si on est dans une petite prod ou sur un triple A? Et pareil au cinéma, en fait. Évidemment non. Bah là, je te prends l'exemple de mon pote chef op sur un tournage d'un clip. Quand il est tout seul, lui voulait absolument un électro, et puis il n'y a pas d'électro, donc il fait chef op et électro. Voilà, électro, c'est-à-dire électricien en fait, il branche les. Donc voilà, non, on fait tous plusieurs postes. Voilà. Ouais, dans le jeu vidéo, c'est pareil. Je pense qu'il y a le même facteur d'échelle, qui peut être même encore plus. Enfin, remarque, qui peut être gros entièrement. On peut faire un film tout seul et on peut faire un film à 500 personnes. Le jeu vidéo, c'est pareil. On peut faire un film tout seul, on peut faire un film à 500 personnes. Quand tu es tout seul, tu es tout. Quand tu es 500, tu fais tout. Et le métier de directeur créatif, dans le jeu vidéo en tout cas, il varie, il peut vraiment varier en fonction de la taille du projet. Plus le projet est gros, plus il y en a. Quand on bosse avec plusieurs studios, il se trouve des fois que même sur le même projet, il y a un directeur créatif du projet par studio, qui est un peu le relais de la vision créative dans chaque studio. Des fois, le réalisateur du jeu n'est pas le directeur créatif. Le directeur créatif va plus s'occuper de l'univers et de la vision, et celui qui va s'occuper vraiment de la réalisation du jeu, des choix minute to minute, des choix de jeu, va être on appelle ça le directeur de jeu ou le game director en anglais. Des fois, les titres sont même inversés. Aujourd'hui, la nomenclature elle est un peu foireuse dans le jeu vidéo. Ça change. Non, vraiment, d'un studio à l'autre, des fois, les titres ne représentent pas forcément. Donc non, ça varie quand même pas mal. Et surtout, c'est des métiers qui n'existaient pas encore dans le jeu vidéo. Je pense il y a 10-12 ans. Je pense que ces métiers-là, ils n'existaient pas encore. C'était un peu le game designer, on appelait ça le concepteur du jeu. Qui était le concepteur global de tout. Et puis maintenant, l'industrie grossit, on se met à des trucs de plus en plus radicaux, avec des idées de plus en plus folles, et il faut toujours être plus différenciant. Et donc là, on a besoin de gens plus expérimentés pour amener une vision créative, etc. Et donc on a mis par-dessus des directeurs créatifs, après on a mis par-dessus des réalisateurs de jeux, des game directors. Est-ce qu'on va nous remettre encore d'autres trucs au-dessus? Je sais pas. Mais ouais, l'industrie se spécialise, et plus les budgets sont gros, plus le métier est différent, ça c'est clair. Hop. Merci beaucoup pour ces interventions, c'était super chouette. Moi j'ai une question par rapport aux contraintes que vous avez évoquées un moment dans la table ronde. Est-ce que, pour avoir été moi un petit peu du côté de la création, alors plus particulièrement du côté du jeu vidéo, je me suis souvent fait la réflexion et je suis arrivé à un certain constat que les contraintes, alors moi j'ai pas encore heureusement de contraintes financières, mais les contraintes techniques, temporelles, etc., sont parfois des éléments qui vont venir comment dire ça, améliorer la créativité derrière l'idée de base. Est-ce que vous avez, je sais pas, peut-être une anecdote, une pensée par rapport à une situation que vous auriez vécue dans laquelle vous amenez une idée à laquelle vous tenez de base, vous vous confrontez à une contrainte qui est de telle ou telle nature, et au final vous vous rendez compte que ça vient amplifier de manière bénéfique le projet. Ça recoupe un petit peu peut-être avec la première question, mais voilà. Eh ben, on va voir si vous avez comme ça un exemple qui vous viendrait de contraintes amélioratives. Moi, j'adore les contraintes. Je suis pas hyper bon en full page blanche. Je trouve ça très très dur. Et je suis pas le seul. Souvent, moi justement, en tant que directeur de jeu, j'essaye justement de cadrer et de forcer des fois, et des contraintes des fois qui peuvent paraître un peu absurdes ou un peu forcées. Alors c'est pas des paris perdus non plus, hein, mais des fois on se rajoute un peu des contraintes pour forcer les gens à travailler dans un espace plus restreint, qui fait que y a beaucoup plus d'idées qui viennent, les gens se rebondissent beaucoup plus. Donc oui, moi je préfère, j'aime bien travailler sous contrainte. Soit que je crée, que je design, que je fabrique moi-même artificiellement pour justement challenger la créativité et se forcer. Faire un jeu de combat c'est dur, faire un jeu de combat avec des zombies et dans le thème du volleyball avec de la musique disco,
bah ouais, en fait, ok, alors peut-être ça va faire un jeu tout pourri, peut-être que ça va faire un truc mémorable. Et c'est important dans le jeu d'être mémorable, on parlait du différenciant. Et ces contraintes, au contraire, sont bonnes. Après, une anecdote de contrainte, bah, j'ai l'impression que c'est genre une prod, quoi. Enfin, ça passe ton temps sous contrainte. Enfin, moi, j'ai l'impression d'être je sais même pas le marteau et l'enclume, quoi. C'est l'étau et la presse hydraulique, quoi. Tu passes ton temps à te faire écraser, quoi. Toi, ce rapport justement à la page blanche, parce que je trouve ça vraiment très intéressant, que c'est très lié aussi à la conception d'un jeu vidéo. T'aimes aussi, parce que visiblement, toi, tu dis même, je m'invente des contraintes ou je provoque des contraintes pour, voilà, ça galvanise, quoi. Est-ce qu'il y a un peu cette idée-là, ou toi, tu préfères au contraire le côté, ouais, poème, quoi, tu vois, le poème où effectivement, là, t'as la page blanche et puis. Bah, c'est pas facile d'écrire un poème, enfin, je veux dire, sans thème, par exemple. Donc, non, c'est toujours plus facile. Enfin, les thèmes, ça aide. Les contraintes, pardon. Après, de toute façon, dans le cinéma, il y a tellement de contraintes, je veux dire, de base, qui sont le temps, les possibilités. Enfin, c'est-à-dire que si tu veux être dans l'Himalaya, j'ai l'impression que dans le jeu vidéo, ben, c'est plus facile de faire un truc sur une montagne qu'en cinéma, par exemple. Si tu veux faire un truc sur une montagne, il faut y aller, il faut emmener une équipe. C'est quand même un bordel. Alors que là, toi, tu l'as créé de toutes pièces. Donc, il y a beaucoup plus de liberté, j'ai l'impression, voilà, que nous. Et donc, nous, par exemple, une des contraintes que je trouve folle, c'est quand, typiquement sur le clip où il y a les jets, là, tu vois, ce qui est drôle, c'est que des moments, tu peux pas refaire 2 fois une prise parce que tu peux pas. Soit parce que ça coûte trop cher, soit parce qu'il faut tout démaquiller, ça prend des heures, soit à un moment, elle se plonge dans une... Enfin, on voulait... Il y avait un plan qui était prévu, qui était, elle va ressortir toute sèche de la baignoire. Donc, je l'avais prévu. Pour le faire, il faut faire l'inverse, c'est-à-dire qu'elle plonge dans la baignoire en sens inverse. Sauf que tu peux pas le refaire, ça, parce qu'après, il faut tout rosser. Il faudrait qu'elle lui sécher les cheveux. Enfin bref, tu peux, mais ça mettrait 3 heures, quoi, tu vois. Donc, c'est un peu relou. Donc, c'est un plan. Donc, il faut pas le louper. Je prends cet exemple. Et du coup, avant, il y a un gars qui s'est dévoué pour plonger tu vois, pour en mettre la caméra, puis qui plonge plusieurs fois pour bien qu'on cale la caméra, tu vois. Puis lui, il est trempé, il en fout. Et voilà, et c'est comme ça que tu peux faire ce one shot. C'est on appelle ça un one shot. Et puis souvent en plus c'est des plans essentiels, c'est ça qui est donc ils sont durs à faire, mais c'est super cool, quoi. Et c'est une vraie contrainte parce que Mais c'est aussi l'une des beautés du cinéma. Mais c'est grave. que tu as capté Du coup, un moment pour l'éternité, quoi. Grave, c'est ça. Et ça, c'est quand même classe. Tu peux pas le refaire, tu peux pas le refaire. C'est ça. Alors, on va prendre une dernière question. Je crois qu'il y en avait une juste derrière. Ouais. Oui, elle était pas loin de la dernière question, du coup, ce qui est un peu gênant. Mais c'était si les contraintes, vous n'avez pas imposé, du coup, une manière de formaliser le scénario. C'est-à-dire que ce soit le moteur ou des fois les caméras ou du coup la manière de se faire, que ça n'ait pas posé du coup une contrainte sur le scénario qui du coup contraignait le scénario parce que vous étiez obligé justement de filmer qu'une fois puisqu'en sortie de bain il faut être sec et du coup ça tourne un peu en rond. Mais c'était la dernière question. Je vais essayer de traduire. Du coup, l'idée, c'est... Waouh. Est-ce que ça n'avait pas été inversé? Est-ce que la contrainte n'a pas posé le scénario inversement? Souvent, quand même, dans le tournage, j'ai l'impression que le cinéma, il est tellement relié au réel, effectivement, au temps, au temps, mais même au temps, à la météo et tout. Et il y a souvent, j'ai l'impression, des distorsions quand même assez fortes entre je voulais faire ça et puis à la fin, ça ressemble à ça. Parce qu'il y a eu toutes ces contraintes-là. Et du côté du jeu vidéo, j'ai l'impression que, en tout cas, dans un imaginaire global, on a moins cette impression. Parce que, comme tu le dis, finalement, ça coûte pas plus cher de faire l'Everest ou une pelouse. Alors qu'en cinéma, c'est en cinéma, c'est fois. Tu vois, ces divergences-là entre l'idée originelle et la création à la fin. Comment on les prouve et. Alors nous, on a des contraintes qui sont très techniques finalement. Qui sont que faire un environnement, par exemple, je reprends cet exemple de la montagne, faire un jeu où un tiers du jeu va se passer à la montagne, pas de problème. Faire une montagne, on peut faire même la montagne la plus barrée que tu as jamais vue, le mont Olympus sur Mars, il n'y a pas de problème. En plus, tu n'as pas d'équipe à trimballer. On peut te le faire. Par contre, si tu me dis, je veux cette montagne, le mont Olympus sur Mars, et je veux un shot sur l'Everest, un shot de 2 secondes, hein, juste un. Et là, nous, on va dire, ah non. Parce qu'en fait, là, c'est un nouvel environnement.
Donc il faut refaire de la neige, il faut refaire un shader de neige, il faut remodéliser une montagne. En fait, là, ça coûte une blinde. Donc nous, on est très mauvais à faire des one-shots, de l'unique. Là où le cinéma est très fort, parce que tu peux très vite passer d'une scène à l'autre. Alors ça coûte cher, il faut quand même se déplacer sur un tournage, mais il peut y avoir beaucoup plus de trucs uniques. Nous, au contraire, produire un asset, un élément du jeu, que ce soit un personnage, un environnement, un shader, une texture de cailloux, une herbe, n'importe quoi, on en avait comme ça des bassines, faut tout produire au détail, tout assembler, et ça prend un temps monstre. Et donc faire ça c'est une contrainte qui est très très forte dans le jeu vidéo, et qui est, moi souvent on a eu des idées de se dire tiens, attends, on va montrer un truc, on va sortir le jeu, ça va être rafraîchissant, ça va... Non, et c'est-à-dire que c'est technique dans la création, mais c'est technique dans la... Vu qu'on fait du rendu temps réel, mettons qu'on ait ces deux environs, on a Mars et l'Everest, on finit par les faire parce qu'on se dit un tiers du jeu ce sera Mars, un tiers du jeu sera l'Everest. Si on est au milieu de Mars et qu'on dit attends, on te fait un shot de 2 secondes sur l'Everest, là mon directeur technique va me dire non. Tu veux faire ça? Alors il faut qu'on ait préchargé tout ton niveau au Everest, donc toutes tes textures, il faut que tu les coupes par 2 pour que ça puisse tenir en mémoire. Et donc en fait, non, ce shot, il coûte, c'est le money shot. En fait, nous, il va nous coûter une blinde et il va impacter énormément le reste de la production du jeu. Et donc on est vraiment, il y a vraiment beaucoup de contraintes techniques et de production qui font que, non, il y a vraiment des trucs, si tu veux les faire, il faut les faire très très tôt en amont et ça va énormément impacter le reste de ton expérience. Ça, c'est une des grosses difficultés qu'on a dans le jeu vidéo. Mais ça force aussi à écrire différemment, à penser différemment, et ça fait partie du média, pour moi, complètement à 200%. Alors, je propose qu'on s'arrête là, parce que déjà la discussion a duré un peu plus longtemps, mais c'était vraiment passionnant, trop bien. Je pense qu'on peut déjà les applaudir, parce que c'était vraiment très, très chouette. Et du coup, juste avant de conclure, une fois que la discussion va s'arrêter, et c'est l'autre innovation de la soirée, c'est qu'on a un certain nombre de jeux qui étaient mis à dispo et qui vont être à nouveau mis à dispo. Un qui est un peu sous la mezzanine, un qui va être projeté là sur le grand écran et un autre qui est sur la mezzanine sur le petit écran. Et on voulait juste donner la parole du coup, parce qu'à chaque fois les jeux sont représentés, alors au moins 2 sur 3 par les studios et les équipes qui sont là. Est-ce qu'il y aurait 1 ou 2 personnes par équipe qui pourraient juste venir dire quelques mots sur le jeu, de manière après à ce que vous puissiez aller très tranquillement, jouer avec eux, discuter avec eux et tout. Donc je vous laisse venir. Voilà, on va faire ça très rapidement. Tac. Hop, comme ça on est plein, c'est magnifique. Et ben on vous laisse dire 2 mots où vous êtes dans le lieu et 2 ou 3 mots sur le jeu. C'est parti. Bonsoir. Moi c'est Marina. Du coup, je viens présenter Vanova Stories avec mon équipe. Donc, on est un studio, Magic Yarn Studio. Et on est le jeu qui est sous la mezzanine. Magic Yarn Studio, c'est un jeu d'enquête multijoueur coopératif dans un univers ultra coloré. Et c'est en gros, les personnages sont des archétypes poussés à l'extrême qui créent un comique absurde. Et les joueurs vont devoir coopérer. En gros, chaque inspecteur va avoir des capacités et un caractère qui leur sont propres. Et c'est ce qui va créer la coopération en fait, dans le jeu. Voilà, je n'ai pas grand-chose à rajouter de plus. Donc, si vous voulez venir tester le jeu, on sera dispo sous la mezzanine. Voilà. Eh ben merci beaucoup, trop bien. Et à toi. Et donc moi je viens présenter Midnight Blood Rush, qui est un roguelite pour ceux qui connaissent le genre. Donc l'idée c'est que vous allez faire des parties et quand vous mourrez vous recommencez du début avec un personnage. Enfin vous améliorez votre personnage au début et au fur et à mesure, et quand vous mourrez vous recommencez du début. Avec comme particularité qu'on a pour objectif de faire le jeu le plus nerveux possible. Donc vous jouez un petit vampire un peu mignon qui doit aller massacrer des prêtres et nonnes du culte du soleil, parce que le culte du soleil a décidé de mettre un jour permanent, ce qui arrange pas trop le vampire qui lui vit la nuit. Voilà. Donc on sera sur la mezzanine si vous voulez. Trop bien. Et merci beaucoup. Et Claire, est-ce que tu peux juste dire 2 mots sur le jeu qui va être montré là, ou pour le coup les créateurs ne sont pas présents ce soir? Alors je voulais que ce soit Anthony qui le présente parce que c'était le directeur narratif sur le jeu, mais il veut pas. Donc du coup ce sera jamais aussi bien.
Mais effectivement, il s'agit de Flat Eye. Donc, c'est un jeu de management, de gestion. Vous êtes un manager qui gère une station de service futuriste dans une forme de dystopie. C'est un jeu qui va dénoncer des choses très importantes et qui, en plus d'être, on va dire, extrêmement bien fait graphiquement parlant, vous plonge vraiment dans ce que c'est un travail de merde. Et c'est une Merci bonne à manière vous. de finir la semaine.